Bienvenue à tous sur Un César pour Meryl, le podcast ciné qui balaye une cinéphilie alternative année après année. Je m'appelle César, je suis avec Meryl. Salut Meryl. Salut César. Chaque podcast présente une année cinéma, on parle des films à voir, du top de l'année, tout est subjectif. Ce ne sont que nos avis, on vous le rappelle à chaque fois, on spoil. On va parler de films que vous avez peut-être déjà vus, mais peut-être de films que vous n'avez pas encore vus, donc on spoil. Préparez-vous, c'est parti pour 1991. Et on démarre avec les films à voir dans cette année 1991. She's just like you and me, but she's homeless. She's homeless. As she stands there singing for money, la da dee la da da, la da dee la 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 da. Le premier film de cette liste, de cette décennie 90, c'est Y a-t-il un flic pour sauver le président ? On démarre pas avec du très haut de gamme, on démarre avec une comédie qui... En tout cas, je sais pas pour toi, Meryl, tu vas me dire, mais moi qui m'a un peu suivi quand j'étais jeune, j'ai regardé pas mal de fois en VHS, pas mal de fois à la télé, et voilà, c'était les aventures de Frank Drebin, alias Leslie Nielsen. À la barre, au scénario et à la réalisation, c'était les Zaz, Zucker, Abraham Zucker. Et voilà, c'est la série de comédie. Je pense qu'elle a un peu vieilli aujourd'hui. En tout cas, j'ai pas l'impression que les nouvelles générations se réfèrent à ce type de film. Mais y a-t-il un flic pour sauver le président ? Il y a eu le président, la reine, et puis il y aura Hollywood qui sera encore très très mauvais. Hollywood, on va dire que les deux premiers sont plutôt cool. Moi, c'est des films qui me faisaient hurler de rire quand j'étais jeune. À la revoyure aujourd'hui, j'avoue que ça a pris un coup dans l'aile. Le scénario est quand même faiblard. Il y a des trous de rythme, mais bon, il y a quand même 2-3 gags énormes avec ce flic, Frank Drebin complètement con qui tombe de partout, qui fait chier tout le monde, qui se rend compte de rien. Moi, j'ai de la tendresse pour ces films-là, même si effectivement, ça ne fait plus partie de mes grandes comédies préférées. Qu'est-ce que tu en penses, Meryl ? Bah, tu sais que moi, de toute façon, je suis déjà pas très client des Zaz, de toute façon. Donc, Eh oui. Alors, c'est marrant que tu introduises comme ça parce que moi, je l'ai vraiment vécu, tu sais, cette période-là, la sortie et puis les vidéos. Et je me souviens même qu'à l'époque, parce que moi, j'avais quand même des potes certainement qui étaient fans, et je me souviens même de passer devant des magnétoscopes qui sont en train de lire le film et de regarder 5 minutes et puis de me barrer parce que ça me fait chier, quoi, tu vois. Donc, ouais. C'est pas du tout ton humour, toi. Non, pas du tout. Ça n'a pas trop changé. Ouais. Moi, il y a des trucs qui m'ont fait marrer là-dedans. La parodie de Ghost, le coup des pantalons de plongée quand il est à bord du bateau, là, puis qu'il essaye des pantalons de plongée qui sont un petit peu trop étroits et qui se barrent les machins. À chaque fois, il continue à parler sans qu'il se passe rien. Quelques trucs qui me font rire quand même. Le film est, comme le premier, relativement bien fait. C'est pas un film auquel on peut faire des reproches. C'est simplement, si t'adhères pas à l'humour, bon voilà, tu t'emmerdes un petit peu, quoi. Même la zik, alors j'ai noté Ira Newborn. Je sais pas si c'est lui qui était déjà sur le premier, mais c'est plutôt cool. Ça oscille un petit peu entre musique orchestrale et puis un petit peu de jazz. C'est parce qu'il y a pas mal de scènes quand même de danse et puis de ballet. Enfin, pas de ballet, n'importe quoi, moi. Il y a pas mal de scènes de repas, tu sais, avec de la musique classique là, dans ce film. Mais bon, voilà, je le dis, j'ai jamais été fan de ce cinéma-là. Même, tu vois, même Sacré Romain des Bois, Alarme Fatale à la limite. Mais alors, tu vois, même les Scary Movie plus tard, moi, c'est pas vraiment un truc là qui me fait marrer, moi, la parodie comme ça, avec des vannes un petit peu, je sais pas, un petit peu débiles. C'est pas débile dans le sens nul, mais c'est débile dans le sens excentrique, quoi. Tu vois, c'est pour conclure en vitesse, j'étais quand même content de retrouver George Kennedy dans un bon rôle. Ça faisait un petit moment que je l'avais pas vu. Et puis alors, j'étais étonné de voir O.J. Simpson, moi, là-dedans. Eh oui, Nordberg. Qui est pas mal, d'ailleurs. Il joue quand même l'abruti. Bon, il le joue correctement. Il joue pas mal. Je sais pas si, tu sauras peut-être me dire ça, mais alors déjà, moi, je savais pas qu'il avait été acteur, mais il a fait beaucoup de films, ça, là. Il en a fait quelques-uns, des films un peu, beaucoup de nanars. Il a fait notamment, je me rappelle plus exactement du titre, un nanar d'action avec James Coburn dans les années 80, je crois. Et il en a fait quelques-uns, mais faut peut-être rappeler aux gens quand même, O.J. Simpson, c'était une superstar du football américain qui a été accusé d'avoir tué sa femme et l'amant de sa femme. Il y a eu un procès médiatique pas possible et finalement, il s'en est sorti alors que tout indiquait que c'est lui qui les a assassinés. C'était vraiment 99,9%, mais il s'en est sorti grâce à l'absurdité de la loi américaine. Et voilà, mais c'est vrai qu'il joue un rôle très comique dans Y a-t-il un flic, alors que c'est un assassin, quoi. C'est quand même très étrange. Ouais, non, moi je l'ai trouvé vachement bon, Jim Simpson. Et puis aussi Anthony James, un méchant présent dans 90% des séries des années 80, qui jouait aussi le taulier du bar à pute d'Impitoyable Eastwood. Qui nous a quittés en 2020, Anthony James. Rest in peace, mon ami, ouais. Et tu sais que c'est incroyable parce qu'il a tourné énormément et son tout dernier film,
c'est impitoyable. Ah oui, c'est vrai. Donc ça faisait 22 ans qu'il n'avait pas tourné, qu'il avait arrêté de tourner. Alors, je ne sais pas s'il était malade ou pas, mais en tout cas, voilà, il a arrêté de tourner très tôt. Ouais. Bah, après, je pense pas que. Enfin, c'était pas un si vieil acteur que ça, mais il a pas dû faire tant de westerns que ça, alors qu'il avait la tronche pour jouer dans les westerns, ce mec-là. Ouais, totalement. Enfin voilà, en tout cas, t'as malgré tout quand même bien fait de le mettre parce que on est à fond dans le culte avec Y a-t-il un flic pour sauver le président, ça c'est clair. Bien sûr. Et puis un petit mot sur aussi Priscilla Presley, qui joue Oui. l'amoureuse de Frank Drebin, qui était quand même la veuve de Elvis Presley, qui joue pas mal aussi dans le côté un peu femme fatale, un peu cruche. Voilà, elle est aussi entre les deux. Des fois, elle est très intelligente, des fois très cruche. Mais voilà, il y a quelque chose. Moi, les Y a-t-il un flic, voilà, on va pas en faire des tartines dessus. C'est des films très cultes pour pas mal de gens, pour notamment les nuls qui ont vanté les mérites de ces films-là pendant des années. Moi, je préfère largement Y a-t-il un pilote dans l'avion. Je trouve que c'est vraiment ce qu'ils ont fait de mieux, les As. Mais c'est vrai que Y a-t-il un flic, je ne crache pas dessus. En tout cas, les 2 premiers volets, j'aime plutôt bien. Et puis j'aime bien Leslie Nielsen. C'est une façon aussi de citer cet acteur qui est un peu oublié aujourd'hui, je trouve. Autre film, autre ambiance. On reste dans le cinéma américain avec Trouble. Le titre original, c'est Shattered, un film de Wolfgang Petersen. Alors, un casting vraiment qui fleure bon les années 80, comme tu dirais. Tom Berenger dans le rôle principal, Bob Hoskins, Monsieur Roger Rabbit en second rôle, Greta Scacchi, la sublimissime Greta Scacchi qui joue la femme fatale. Elle est incroyable dans ce film. Joanne Valley, on en a parlé il y a peu de temps pour Kill Me Again. Oui, donc et puis, voilà, deux femmes fatales. Ouais. Et donc voilà, c'est un espèce de... Alors, Trouble, c'est une espèce de thriller hitchcockien. Voilà, avec un type qui a un accident de voiture, pour faire très court le résumé. Le type a un accident de voiture, il devient amnésique, et quand il se réveille, il y a sa femme, donc Greta Scacchi, qui lui... Voilà, on comprend qu'il a une vie assez bourgeoise et tout ça, mais il commence à mettre la main dans quelque chose. En fait, il a l'impression de ne pas être vraiment celui qu'il est. Il repart à la recherche de son identité. Bon, c'est un scénario très classique qu'on a vu 200 milliards de fois, mais c'est vrai qu'à l'époque, quand ça sort Trouble en 1991, c'est assez novateur. Parce qu'on n'a pas l'habitude de ce genre de truc de faux semblants, de recherche de soi-même et tout ça. Enfin, c'était assez novateur. Moi, je trouve que ça a été beaucoup repris dans les années 2000. Il y a un moment, j'en avais un peu plein le cul de ce genre de scénario. Et voilà, c'est bien fait. Wolfgang Petersen, qui est à la réalisation, c'est quand même un artisan plutôt solide. C'est un mec qui a fait des films très corrects. Oui. Et moi, je trouve qu'il y a une ambiance. Voilà, ça se passe à San Francisco. Il y a une ambiance un peu ouatée, avec de la pluie, de la forêt. Enfin, c'est pas un thriller urbain, New York, comme on a l'habitude de voir. Je trouve que c'est plus... Il y a un pas de côté que j'aime bien. Qu'est-ce que tu aimes dans ce film, Meryl, toi ? Tout ce que tu viens de dire, oui, le scénario hitchcockien, c'est clair. Bon, c'est une adaptation d'un bouquin, Paris en 70, de Richard Nelly. Tu l'as pas dit, je crois. Ouais, tout à fait. Ouais, je crois que tu allais me dire, putain, tu m'écoutes toujours pas, je viens de le dire, mais bon. Non, tu peux y aller. Et puis bon, il y a Tom Berenger, voilà, qui est un acteur qu'on aime bien tous les deux, de toute façon. Oui, on l'aime bien. On a de la sympathie. Voilà, on a de la sympathie et puis là, c'est la période où il enchaîne les films quand même, bon, avec plus ou moins de succès, mais il enchaîne les scénars en tout cas. Et puis avec toujours du talent, non, il est dans sa bonne période de toute façon. Et puis on en a déjà parlé, mais le mec a quand même traversé 3 décennies de ciné sans faire de vagues, mais le mec tourne toujours de toute façon. Donc aujourd'hui, c'est quand même très réduit, Tom Berenger. Oui, il a dit. Bon, je crois que moi, je te dis, la dernière fois où je l'ai vraiment vu, c'était dans Training Day, moi. Alors, il a peut-être fait d'autres trucs, mais voilà. C'était il y a 15 ans. Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà, donc bon, ça, comme tu dis, c'est un très bon film. Moi, de toute façon, Wolfgang Petersen, j'ai regardé un petit peu, mais ouais. Alors, moi, j'avais déjà bien aimé, mais certainement aussi, c'était beaucoup parce que j'ai eu ça étant gamin. J'avais bien aimé Das Boot, que je me rappelle avoir vu en version de 4h ou 3h30, je sais plus. Enfin, bref. Il avait fait un gros carton avec Histoire sans fin aussi, qui est pas un truc qui m'avait trop touché. Mais, et puis j'aime bien dans la ligne de mire, et puis même le truc en pleine tempête, tu vois, le truc un petit peu gros sabot américain. Mais, c'était sympa, ouais. Je trouvais ça sympa. Les effets spéciaux sont toujours chouettes d'ailleurs. Et puis il a fait 3 quand même, qui est un des meilleurs peplum qui a été fait pour moi. Un film très ambitieux en tout cas. 3, moi. Wow. Tu peux pas nier que c'est très très ambitieux en tout cas. C'est très ambitieux, point. Merci. La super zig d'Alan Silvestri, franchement, ça fallait juste le souligner parce que ça fait plaisir d'entendre une zig qui ne ressemble à aucune autre à l'époque. Ouais. Je me plaignais tout le temps de Michael Kamen qui recyclait un petit peu ses thèmes dans la suite de L'Arme Fatale. Bah là, lui, Alan Silvestri, on est ailleurs. Hein. Il te fait vraiment une zig super. Vraiment qui colle nickel. Ouais, un petit bout, tiens.
Donc voilà, pour moi, c'est un excellent thriller. Aujourd'hui, comme tu disais, tu as raison, moi je pense que tu pourrais plus faire ça au cinéma. Ou alors Netflix le ferait peut-être, mais je pense que aujourd'hui tu ferais plus, tu sais, une série en 6 épisodes et qui serait excellente. Ouais. Il y aurait le même, tu sais, les mêmes super décors, la même bonne musique, on vient de le dire, il y aura les mêmes bons acteurs impliqués. Vraiment de très bons acteurs, mise en scène assez efficace, avec un bon rythme en plus, et puis voilà, l'enchaînement des révélations sans rien gâcher, sans rien gâcher de l'attention du film. Voilà, on ferait peut-être plus ça en série aujourd'hui. Après, bon, l'histoire est super chouette, voilà, les acteurs font le taf. Il y a quand même quelques scènes et quelques répliques un petit peu, je sais pas comment dire, un peu légères. Un peu ringarde. Ouais, un peu j'allais ringarde. dire, t'as l'impression de regarder L'amour du risque, tu vois, Jonathan et Jennifer. Exactement. Mais Ouais. ça dure pas longtemps non plus. Et voilà, le film est bon, et quand tu l'as pas vu, la fin est super. Tu vois, je suppose que moi je l'avais déjà vu sur tes conseils, et j'avais déjà bien aimé à l'époque, et voilà, ça m'a replu à nouveau. Tu sais, je parle souvent de ces films où quand on connaît la fin, la deuxième vision ou même la troisième est très compliquée. Est-ce que tu juges que c'est ça pour Trouble? Ouais, je sais pas, moi en tout cas j'ai pris du plaisir à le remater. Après j'avais Steph qui était à côté de moi qui l'avait jamais vu, donc c'était aussi pour Ouais. ça que je le rematais, tu vois. Avec tous les films qu'on a vus, alors je vais pas citer les exemples de films qui ressemblent, Ouais. en tout cas où la fin ressemble à Trouble pour pas gâcher le plaisir des gens. Est-ce qu'aujourd'hui, un film comme Trouble, qui a plus de 30 ans, est vraiment surprenant? Je me pose un peu la question. C'est un film en plus qui a pas vraiment marché, dont on ne reparle jamais, donc voilà, c'était bien de faire un petit coup de projecteur sur Trouble, alias Shattered, voilà, pour les gens qui veulent le découvrir. On va passer à une autre comédie. Alors, ça devait être vraiment l'année des As. On vient de parler de Y a-t-il un flic? Là, c'est Hot Shots. Autant Y a-t-il un flic était réalisé par David Zucker, Hot Shots est réalisé par Jim Abrams. Et ça reste Zucker, Abrams, Zucker. Et donc voilà, ça devait être, à mon avis, leur année totale, parce que c'est des films qui ont fait des cartons mondiaux. Je crois que Y a-t-il un flic pour sauver le président a rapporté 90 millions. Hot Shot en a rapporté 190 avec un budget de 25. Donc vraiment, ça a été des énormes cartons. Et moi, Hot Shot, j'aime un peu plus que Y a-t-il un flic. J'avoue que je l'ai revu avec plus de plaisir. Ça m'a fait marrer de revoir Hot Shot, même si il y a des gags énormément lourds, il y a des scènes énormément ratées, mais il y a quand même 2-3 instants de génie, je trouve, dans Hot Shot. Alors, pour aller très vite, c'est une parodie de Top Gun. Hein. Hot Shot, ça se passe dans une école de pilotes de l'air, de pilotes de chasse. On va dire Charlie Sheen à la place de Tom Cruise, et puis Valeria Golino à la place de Kelly McGillis. Voilà, ça se passe dans une base comme ça, avec plein de gags, plein de gags, plein de gags. L'histoire, on s'en fout finalement. Le but, c'est de faire de la parodie de gros succès de l'époque, plus des gros gags énormes. Est-ce que tu as préféré Hot Shot ou est-ce que pareil, ça reste pour toi des navets comme Y a-t-il un flic? Non, j'ai préféré Hot Shot, et moi je l'avais vu en salle. Et j'avais bien Ah. aimé à l'époque, tu vois, j'avais trouvé ça plus marrant. Alors peut-être que, alors, je sais pas, je vais dire une connerie, mais ça peut-être c'est parce que ça fait appel à des références que j'ai moi, mais bon. De toute façon, grosse période de Charlie Sheen, de toute façon, très très grosse période Oui. de Charlie Sheen, qui ne durera pas longtemps, mais grosse période. Ben, ce qui est fou, c'est que Charlie Sheen, il est quand même premier degré dans ce film. Il joue premier degré tout le long. Oui. Il a tellement un regard d'abruti que ça passe très bien. Il est parfait dans le rôle. On aurait pu Ouais. mettre personne d'autre à sa place, quoi. Ça c'est clair. Ouais. Bon, c'est pas non plus toujours très très fin, tu vois. C'est Non. bon, le coup des merguez sur les réacteurs d'avion, des trucs comme ça. Bon voilà. Ça, c'est bien lourd. Ouais. Voilà, ouais. Mais bon, il y a déjà le Dream Lover de Bobby Darin que tu peux mettre tout de suite. Every night I hope and pray a dream lover will come my way. A girl to hold in my arms and know the magic of her charms. 'Cause I want a girl to call. Et puis il y a la beauté électrisante de Valeria Golino, tu l'as dit, il y a une olive, la débilité royalement interprétée par le royal Lloyd Bridges, ça c'est clair. Ah, lui, il est incroyable. Ben, tu sais quoi, il y a un truc moi qui me fait toujours pleurer de rire là-dedans, c'est quand je crois qu'il arrive à un endroit, je crois qu'il monte sur le bateau, il y a un jeune qui est là, il fait Amiral Benson, et lui il lui répond ah sans blague, c'est mon nom à moi aussi fiston. ça me fait toujours crever de rire quoi. Et ce qui est dingue, c'est que Lloyd Bridges, qui est quand même le père de Jeff Bridges, il faut le Ouais. rappeler, il a le même genre de rôle dans Y a-t-il un pilote dans l'avion, tu sais, où il se défonçait au crack et à la colle pendant tout le film et à l'alcool, tout ça. Et je trouve qu'il est vraiment excellent dans le côté tu sais, vieux fou, quoi. Il est génial. Et il est re-génial dans Hot Shot. Ça n'a jamais été une superstar, on va dire ça comme ça. Ça Ouais. a toujours été un acteur un peu de seconde zone qui faisait beaucoup de télé, beaucoup de téléfilms.
c'est plus son fils qui a pris la vedette. Jeff Bridges est beaucoup Ouais. plus connu que son père. Ouais. C'était vraiment le film que tu te racontais dans les cours de récré, et puis voilà, quand ça passait à la télé, tu regardais ça. Hein. Et oui, t'as raison, hein, c'est un zaz, Jim Abrams, qui a fait ça. Il est plus scénariste que réal, lui d'ailleurs. Moi, j'avais noté ça en regardant un petit peu sa bio. Il a fait Hot Shot. Hot Shot, c'est vraiment son film. Je crois qu'il y a Top Secret aussi avec Val Kilmer où il était partie prenante, Ah oui. mais qui est un film aussi des As. D'accord. Il y a un acteur dont on n'a pas parlé qui, pareil, joue extrêmement bien l'abruti, du coup, qui fait le rôle de Val Kilmer dans Top Gun, le méchant. Oui. C'est Carrie Elwes. Je sais jamais si on dit Elvis ou Elwes, qui jouera dans Sacré Robert des Bois Oui. notamment, et pareil, qui sait jouer l'abruti comme personne. Ils ont vraiment pris des acteurs avec un peu des physiques de kéké, mais de kéké années 80. Et ils les font jouer au premier degré, ça marche très bien. Oui, ça fonctionne très bien. Après, en plus, donc je reviens juste là-dessus, mais voilà, lui, il fait son zaz à lui, mais il fait bien mieux que les autres, parce qu'ils font pas les 2 millions d'entrées. Hein. Y a-t-il un pilote pour sauver Non, c'est vrai que ça a été un humour peut-être moins américain, peut-être Hot Shot, qui parlait plus à tout le monde. Ouais, exactement. Et c'est ce que tu vois, c'est ce que j'allais dire justement, parce que c'est plus ouvert. Alors déjà, voilà, le fait de parodier comme ça des films comme Top Gun, Rocky et tout ça, voilà, ça a parlé certainement à beaucoup plus de gens. Le film typique où tu retiens des scènes. Et tu te racontes des Ouais. scènes parce que entre les scènes, il y a des fois des trucs. Bon, voilà. Quand tu parles de Rocky, juste ça dure 20 secondes, hein, le Oui. moment où on le voit, Charlie Sheen en Rocky avec les yeux éclatés, en train de faire Ramadan. Ça me fait rire à chaque fois. Ah ouais, non, mais c'est très bon, c'est très très bon. Pour terminer sur les y a-t-il, mais je pense il a eu plus de budget aussi, hein, parce que c'était vraiment enfin voilà, il y a 24 millions de budget, c'est quand même prêt pour le blockbuster. Hein, donc tu le Ouais. vois, hein, de toute façon les scènes d'action, elles sont vachement chouettes. Les scènes d'aviation sont cool, ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Non, il y a vraiment, ça se prend au sérieux. Ça nous fait marrer, mais ça se prend au sérieux, quoi. Moi, il y a une autre scène que j'adore, qui passe à l'as dans le film parce qu'elle dure 20 secondes, mais qui m'a toujours fait. Enfin, en fait, je trouve que l'idée est géniale. C'est que Charlie Sheen va chercher Valeria Golino au bar où elle bosse, tu sais, où elle est chanteuse. Mm. Et il fait un peu le beau gosse. Il lui dit: Est-ce que je vous ramène chez vous? Elle dit: Avec plaisir. Ils font 4 mètres et la meuf habite collée au bar. Voilà, la porte est à côté. Ça m'a toujours fait hurler de rire, ce gag. Je trouve ça très drôle. Voilà, donc il y a vraiment des gags assez fins dans ce film. Il y a des gags très, très, très lourds. On va pas les citer tous, mais en plus, moi, c'est un film que j'ai jamais regardé en VO. Et là, pour le podcast, je l'ai revu en VF comme à l'habitude Ouais. quand je le regardais quand j'étais gamin. Et la VF, des fois, elle est catastrophique parce qu'elle est ringarde. Ils essayent de coller à des trucs, je pense, de l'époque aussi, qui sont Ouais. complètement obsolètes aujourd'hui. C'est un peu comme, tu sais, enfin, t'as pas dû voir ça, mais dans Scary Movie 2, qui est sorti du coup en 2002, si je dis pas de bêtises, il y a une VF. Moi, j'avais été le voir au cinéma à l'époque avec des copains parce que tu vois, on était un peu pile dans la génération où il fallait aller voir ça. Et il y avait une réplique concernant Kenza et Loana du Loft, tu vois, dans la VF. Ça, c'est vraiment des trucs, tu te dis, 6 mois après, c'est mort, quoi. Au niveau contexte, qui va se rappeler de ça, quoi. Voilà. Ah, laisse Donc, tomber. Hot Shot, c'est un film très sympa. Moi, je trouve que ça se regarde toujours avec autant de plaisir. Il y aura un 2, je ne sais pas si on va en parler, parce que j'ai revu les deux, et franchement, je préfère largement le 1. Bah, Mais oui. bon, il y a aussi des bonnes choses dans le 2. Ouais, bah, c'est ce que je lisais, même il y a certains mecs qui disaient que le 2, il préférait le 2 aussi. Donc, Oui, après, je sais pas encore si on va en reparler. Je te dirai ça incessamment, sous peu. Mais alors là, il y a un film, je sais que tu vas être déçu que je l'ai pas mis dans le top, parce que je crois que tu adores ce film-là. J'ai un peu, on va dire, baissé mon jugement en le revoyant pour la peut-être trop 4e fois. C'est Misery, un film de Rob Reiner, adapté bien sûr d'un bouquin de Stephen King, avec James Caan et Kathy Bates dans les rôles principaux. Le scénario est plutôt simple, hein. C'est un romancier très célèbre, voilà, qui écrit des histoires un peu cucu, on peut dire ça, voilà, une espèce de faiseur de blockbuster en livre. Il a un accident de voiture en pleine neige, voilà, dans une région des États-Unis. Il est secouru par une nana qui va l'accueillir chez elle. Et en fait, la nana est une fan totalement dingue de cet écrivain-là. Et en fait, plutôt que de lui administrer des soins, elle va le kidnapper en quelque sorte. Elle va le séquestrer. Et en fait, c'est une vraie folle. C'est un des personnages, on va dire, de méchantes les plus célèbres du cinéma des années 80-90. Hein, Kathy Bates dans ce rôle complètement folle de Annie Wilkes. Voilà, c'est resté très connu. quel pitch parfait. Quel pitch parfait, César. En 3 phrases, quel pitch parfait. Ah ben vas-y, parce que je sens que tu as plein de choses à dire. Mais... Ouais, non, mais franchement, tu nous as sorti un synopsis parfait en 3 phrases. Parfait. C'est vrai? Ah ouais, mais si, c'était un compliment, c'était pas, je t'assure. Ah, mais je te remercie. Je croyais que c'était de l'ironie. Alors, du Pas coup, du je le tout. prenais, je me disais, oh, le salaud. C'était un vrai compliment. Je te jure que c'était un Ah, mais vrai c'est compliment. gentil. Tout ça pour dire voilà, que donc, Misery, c'est un film adapté, encore une fois, d'un bouquin de Stephen King. C'est l'un des films, on va dire, qui fait rentrer un peu Stephen King dans le côté. En gros, il va passer de la catégorie des auteurs d'horreur science-fiction, un peu mis de côté, un peu regardé de haut par l'intelligentsia, à un mec qui peut faire des films qui vont aux Oscars, qui font des succès publics, qui font des succès critiques. Bref, ça va un peu l'adouber. Alors, il y en avait eu d'autres avant, hein, c'est pas le premier. Mais Misery, c'est vraiment un film institutionnel. Aux États-Unis, c'est un film culte. C'est un film qui aura des Oscars, notamment Kathy Bates aura l'Oscar.
Et donc voilà, c'est un film qui a fait un gros succès. C'est un tout petit budget, hein, c'est relatif, un budget de 20 millions qui va rapporter 60. Et voilà, moi c'est un film alors que j'aimais énormément quand j'étais plus jeune. J'adorais, je trouvais que c'était très efficace, que c'était vraiment le prototype de la série B qui se tenait de A à Z, parfaite, avec des rebondissements parfaits, tout ça. En le revoyant, aujourd'hui, j'ai trouvé ça un peu grand guignol, tu vois, au sens où elle en fait quand même, elle roule des yeux, elle en fait des caisses à mort. Il y a des rebondissements pas très crédibles, il y a des trucs qu'on voit venir à 200 bornes. Alors j'étais un peu déçu. C'est un film que j'aime toujours bien. C'est pour ça que je l'ai mis dans la liste des films à voir. Rob Reiner, en plus, c'est filmé. Il y a du montage. Voilà, le scénario est plutôt béton, basé sur le bouquin de King, mais il y a plein de trucs qui vont pas. Il y a un truc qui fait que je me détache du film à plein de reprises et du coup, je ne suis pas à fond dedans. Toi, je pense que tu aimes toujours autant, Meryl. Toi, tu veux parler plutôt des acteurs, en fait. C'est ça, tu trouves qu'elle en Bah, fait je trouve peut-être que un petit peu trop. Katie Bates, elle en fait des. En fait, moi, tu sais, je l'ai déjà dit pour plusieurs autres films dans le podcast, mais je crois que je supporte plus du tout les acteurs voilà, qui roulent, qui en font des caisses, mais performance à Oscar à tout prix. Alors, tout le monde va me dire, c'est quand même paradoxal quand on adore Depardieu ou quand on adore Belmondo surtout. Mais c'est vrai que, en tout cas, les Américains, quand ils en font trop, j'ai de plus en plus de mal à y trouver du plaisir. Sauf si c'est Pacino ou De Niro. Exactement, tu as tout dit. Parce qu'on en a déjà parlé aussi. Du coup, moi, je vais en parler comme quelqu'un qui est toujours aussi fan et de King et du film de Reiner en plus, tu vois. Juste avant que tu développes, est-ce que tu l'as revu exprès là pour, Ah oui, alors je l'ai que tu l'as revu, pas vu oui, depuis bien longtemps. sûr. Ouais, on l'a rematé. Je l'ai rematé avec Steph d'ailleurs. Ouais. Je l'ai revu, mais ça faisait pas 10 ans que je l'avais vu. C'est une de mes adaptations de King préférées. Donc, moi, Kitty Bates, je trouve qu'elle, de toute façon, elle était née pour jouer ça, hein, pour jouer du Stephen King, en tout cas ces personnages-là. Moi, il y a 2 rôles d'elle que j'adore, c'est celui-là et celui qu'elle joue dans Dolores Claiborne. J'avais lu le bouquin il y a très longtemps, mais bon, en tout cas, de mémoire, le film colle à 200% au bouquin. Après, je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure. Là, en plus, il n'y a pas une once de paranormal, tu vois. Même Ouais, tout à fait. Dead Zone était quand même, il y avait pas de monstres, il y avait pas de tout ça, mais en tout cas Dead Zone, t'avais quand même voilà le côté accident de voiture et puis prémonition, alors que ici non, c'est simplement un écrivain qui a un accident de bagnole et qui se retrouve prisonnier avec une nana complètement tarée. Après, tu vois, je pense comme le bouquin de mémoire, le film il est découpé en 3 parties. Hein. Il a l'accident, il est recueilli par Bates, l'intrigue se met en place et paf. La première demi-heure, elle est écoulée et tu comprends quand elle découvre la mort de Misery, hein, quand elle vient de lire son bouquin final, toute la folie qui se dégage de Katie Bates. Et c'est en ça que moi, l'ascenseur émotionnel, si on peut dire, fonctionne toujours. C'est que ça reste crescendo et du moment où elle rentre et elle a cette réaction que personne n'attendait et qui étonne Sheldon, jusqu'au moment où elle va lui péter, enfin je vais peut-être rien dire pour rien révéler, mais où sa folie va ressortir à son maximum, à son paroxysme, tu vois, moi je trouve que c'est crescendo et c'est parfait. Je trouve qu'elle justement... je pense qu'on peut spoiler à lui. C'est une scène que tout le monde connaît, je pense. Elle lui pète les jambes. Ouais, voilà, lui éclate les jambes à la masse. Voilà, ouais. Enfin voilà, en tout cas au niveau du rythme c'est parfait. Je suis même content de James Caan parce que bon, c'est pas évident de le trouver là. J'ai pas regardé s'il y avait d'autres d'autres on avait proposé le rôle, mais j'aurais pas mis même si c'est un acteur que j'aime beaucoup, j'aurais pas mis un copec sur lui et il est tout simplement parfait. On l'imaginait pas dans un rôle de mec immobile, ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, puis voilà, il y a Immobile. Les dialogues sont importants, hein. Il y a des chouettes dialogues, mais il y a un peu comme dans Jesse aussi, un autre bouquin de King, hein, tu vois, il y a énormément de choses qui se passent avec l'environnement. C'est ce que j'aime dans King, et puis c'est ce que j'aime dans ce film-là, du coup. Le film est chouette, la réalisation, elle est de Reiner est classique. Bon, forcément, de toute façon, c'est presque un huis clos, ce truc-là. Tout se passe dans la baraque de Bates. L'espèce de relation, tu sais, alors attends, j'ai pas noté son nom, mais tu sais, la relation entre l'espèce de shérif qui est aussi maire, qui est aussi je sais pas quoi, et puis sa femme là, tu vois, c'est Richard Farnsworth qui jouait le petit vieux sur le tracteur dans Une histoire vraie de David Lynch. Ouais, d'accord, ouais. Putain, bien vu. Mais ouais, voilà, j'aime bien ce personnage là aussi, voilà. Et puis bon, il y a la présence aussi de la grande Lorraine Bacall en agent littéraire. C'est vrai. Et puis J.T. Walsh en pilote d'hélicoptère, tiens, on va faut toujours J.T. Walsh dans un film de toute façon. Quand c'est avec un hélicoptère, c'est encore mieux. Un superbe film magnifiquement orchestré par Mark Sherman, le compositeur attitré de Reiner, qui de toute façon est un très grand compositeur. Voilà. Moi, si c'est un film que vous n'avez pas encore vu, pour moi, ça reste une des meilleures adaptations de Stephen King au cinéma. Alors moi, un petit mot aussi, je voulais dire sur l'affiche, parce que je trouve l'affiche magnifique. Je trouve que c'est vraiment l'une des affiches les plus belles de ces années-là, 90-91. Elle est vraiment très chouette, avec cette petite maison encerclée de forêt. Et puis alors le slogan, parce qu'à l'époque, ils savaient trouver des bons slogans pour les affiches.
Avant, Paul Sheldon écrivait pour vivre. Maintenant, il écrit pour rester vivant. Quand même très, très bon. C'est le genre de formule publicitaire très forte. Donc voilà, moi, je trouve pareil. Encore une fois, je vais utiliser le terme de série B qui n'a rien de péjoratif. Mais voilà, c'est des films avec des pitchs simples, résumables en quelques lignes. Ça va droit au but. Il y a des rebondissements un peu, voilà, film de genre, cousu de fil blanc. Mais c'est vrai qu'on y prend un certain plaisir à Misery. Ça se revoit bien. Et même quand on connaît voilà, les rebondissements et les différents reliefs du scénario, bah, ça se revoit avec plaisir. Moi, c'est vrai que j'ai trouvé que c'était un peu grand guignol à mon goût, un peu trop. Mais bon, voilà, ça reste très sympathique. Meryl, je crois qu'on a fait le tour des films à voir. On va passer tout de suite au film dont tu voulais parler, mais pas moi. Et ce film, alors je crois que tu en as souvent parlé dans le podcast, parce que tu faisais souvent des petites allusions à ce film. Je sais que c'est un de tes films cultes. C'est Point Break, un film de Catherine Bigelow, avec Patrick Swayze, bien évidemment, Keanu Reeves, Gary Busey, évidemment aussi, dans le rôle de Papas. De Papas. Voilà, c'est un nom génial. Il y a aussi Laurie Petty dans le premier rôle féminin, James Legros, qu'on aime beaucoup. Enfin, voilà, pas mal d'acteurs un peu références de ces années-là. Il y a même le chanteur de Red Hot. Ouais, tout à fait. Bêtise. C'est ça. Essaye de pas me piquer tout ce que je vais dire, mais tout à fait. Ah, excuse-moi, je ne te pique rien. Eh ben, écoute, je vais te laisser le résumer, ce film. Ouais, de toute façon, comme ça, je vais essayer d'en parler le mieux que je peux. Et après, il te restera un petit peu de temps pour déclarer toute ta haine envers ce film. Je n'ai aucune haine sur ce film. Je vais te dire, tu vas voir. Ouais, d'accord, ça marche. Alors déjà, de toute façon, il faut dire un truc, c'est que 91, c'est une pure année pour le cinéma d'action. Il y a Terminator 2 qui sort et qui fout quand même une claque à tout le monde, niveau effets spéciaux et puis niveau c'est un putain de film. Et puis il y a Backdraft aussi qui sort. On est ailleurs, hein, mais voilà, en tout cas 91 c'était quand même une bonne cuvée. C'est aussi l'année de sortie du film des Doors d'Oliver Stone, c'est l'année de sortie du Silence des Agneaux, c'est la sortie de l'album de Nevermind de Nirvana, d'Artum Baby de U2, il y a un album d'R.E.M. aussi. Et c'est aussi la sortie de l'album de Black and White de Michael Jackson et de l'exceptionnel album des Red Hot Chili Peppers, Blue Sugar Sex Magic. En tout cas, vous l'aurez compris, tous les films dont tu as parlé, on ne les mettra pas dans ce podcast. je pars comme ça parce que selon moi, ma théorie, tu sais, je vais essayer de parler des vrais avantages que ce film a pour moi par rapport à plein d'autres. C'est que en mettant Anthony Kiedis et en utilisant une putain de bonne, en utilisant plein de groupes de la scène hardcore metal fusion californienne de l'époque, ça a amené une sorte de renouveau, tu vois, dans le cinéma d'action, moi je trouve. Après, ce mélange-là a donné des films plus ou moins bons. Hein. Je sais pas, je pense à Henry Rollins et puis Ice-T qui seront dans Johnny Mnemonic par exemple. Ou alors je pense à Judgment Night ou Les Pilleurs aussi, tu vois, ça c'est bon. C'est un peu des films, Les Pilleurs c'était plus pour le rap, mais c'est un petit peu des films qui commencent à intéresser, bon, ça avait déjà été fait avant, mais en tout cas, il y avait en tout cas de cette scène californienne de metal fusion californienne, c'était pas encore trop fait. Donc là oui, la présence avec Anthony Kiedis en Surfer Toxico et la bonne BO, moi je trouve que c'est déjà le premier bon point pour moi. Il y a une sorte de mélange moi qui me plaît là-dedans. Alors bien sûr, hein, on n'est pas dans le cinéma d'auteur, on est dans du cinéma d'action, hein, de toute façon c'est clair, mais il y a une sorte de je sais pas, de mélange d'adrénaline, de quête de vagues métaphysiques avec les braquages, enfin les mecs, une espèce de tribu qui se met en marche de la société. Patrick Swayze qui serait jamais aussi charismatique dans un rôle que dans là-dedans, le foot américain sur la plage, c'est les vacances, le petit caméo de Tom Sizemore, Gary Busey, moi un de mes acteurs favoris de ces années-là, qui est génial en flic basé, je sais pas, puis avec en plus la voix de Jack France de Mel Gibson, Keanu Reeves qui va être la putain de vraie révélation du film, hein, voilà, tu vois, voilà pour moi le deuxième point. Et le troisième point, c'est qu'il y a une sorte de rivalité, moi aussi, qui me plaît là-dedans, entre Patrick Swayze et Keanu Reeves. Johnny Utah tiraillé entre son avis d'adrénaline et puis sa nouvelle nana, jouée par là, délicieuse, je sais plus comment, j'ai pas noté son nom, tu l'as dit tout à l'heure. Laurie Petty. Ouais, voilà, qu'on n'a pas vu ailleurs d'ailleurs. Si elle a fait Tank Girl après une espèce d'adaptation de comics totalement foireuse. Ouais, c'est ça, ouais, on l'a pas vu elle ailleurs. Elle a pas fait une grosse carrière. Ouais, voilà, ça, exactement. Là, ouais, on l'a pas vu ailleurs, c'est assez clair. Voilà, pour ce duo-là, moi, je sais pas, il fait partie des duos, je vais dire, mythiques du cinéma, un petit peu à l'instar de Riggs et Murtaugh, mais on est ailleurs, hein, mais voilà, c'est un duo qui me plaît bien. Puis, il faut aussi parler de la réalisation de Bigelow, qui, franchement, filme les scènes de surf de parachute parfaitement, avec la bonne zik qui va bien. Il y a parfois, là, il y a des moments où tu as l'impression d'être chez Tony Scott. Mais tu vois, tout ce mélange-là, moi, me plaît, et il y a peut-être une explication, c'est que ce film-là, c'est le premier film d'une jeune boîte qui s'appelle Largo Entertainment,
dont on voit le logo Ouais. tout au début du truc, avec une petite musique. Alors, c'est une jeune boîte de prod montée par Larry Gordon, un mec qui a quand même Die Hard 1 et 2, Predator, Aliens sur son CV. Je pense que c'est normal aussi que ça me plaise, tu vois, cette recette-là, tu rajoutes ça en plus, voilà. Pour moi, c'est un très très bon film que j'ai revu encore la semaine dernière, que j'ai revu pour le podcast avec Steph qui a vraiment bien aimé aussi. Pour la petite anecdote, en regardant des interviews de Keanu Reeves qui parlait du film, à un moment il parle un peu amusé. Alors je sais pas si tu as entendu parler de ça, toi qui es le spécialiste des anecdotes. En fait, il parle d'un bar, c'est un espèce de bar karaoké. Et où tu vas et tu choisis, il passe le film et tu choisis le personnage que tu veux jouer et tu joues le personnage en même temps que le film Point Break est diffusé. Alors, je ne connaissais pas ça. Ah, bon, tu regarderas. Alors, j'ai regardé maintenant. En ce moment, il n'y a plus trop de place pour les réservations. Apparemment, le truc est en train de fermer ou je sais pas quoi, mais il y a un site internet. C'est plutôt rigolo. Mais sinon, ouais. Oui, c'est un vrai film culte. Oui, carrément. Ouais, Mm. un petit peu, alors à un autre niveau, mais un petit peu comme, tu sais, comme The Big Lebowski qui a un festival. Tu vois, c'est. Ouais. Voilà, il y a des films où Retour vers le futur, mais voilà, ouais, il y a des films qui restent. Et enfin, la vraie anecdote, en fait, c'est que le film aurait dû être réalisé par Ridley Scott avec Charlie Sheen dans le rôle de Johnny Utah. Et ça s'est pas fait, et que Charlie Sheen a sorti un film un petit peu après qui s'appelle 260 au chrono ou un truc comme ça, qui est carrément Ouais, le c'est même. surtout Terminal Velocity. Non, mais c'est pas ça, c'est 260 chrono ou un truc comme ça, tu Ah sais, ouais. qui est carrément la même histoire, sauf que c'est dans un gang de bagnole, quoi. Mais le mec qui joue le rôle du chef du FBI qui se prend une pêche à la fin par Papas, c'est celui qui jouait. Alors, tu sais comment que c'était ce film qu'on avait regardé avec le commentateur qui était un petit peu carrément provoque et qui se fait tuer à la fin là. Talk Radio. Ouais, c'est ça. C'était. John C. McGinley. Ouais, c'est ça, ouais. C'est lui alors, ouais. Il me semblait Ouais, bien ouais. que je l'ai reconnu. Désolé, j'avais pas noté son nom. Si c'est un film que vous n'avez pas vu, vous devriez le regarder parce que c'est rythmé, c'est super bien orchestré, c'est un très bon film d'action. Moi, c'est marrant parce que c'est un film. Et j'adore le genre du film d'action. J'adore les cascades faites in situ, on va dire. J'adore les influences un peu Hong Kong, comme ça peut être dans ce cas-là, hein, avec les ralentis quand les mecs tirent des flingues sur le côté, machin. Plein d'ingrédients que j'aime beaucoup. Et même quand j'étais jeune, ça n'a jamais fonctionné sur moi. J'ai jamais aimé Point Break. En tout cas, j'ai jamais accroché. C'est pas du tout un film que je trouve nul ou que je trouve naze ou pas du tout. Mais voilà, je suis jamais rentré dans l'univers. Je trouve la philosophie autour du personnage de Patrick Swayze un peu cucu. Ouais. Je trouve Keanu Reeves vraiment trop, alors là vraiment trop, on va dire jeune yuppie américain. J'ai envie de lui mettre des claques tout le film, alors que je l'adorerais quelques années après dans Speed. Vraiment là-dedans, je le supporte pas. La réalisation est vraiment classe, hein, tu l'as dit, de Catherine Bigelow, c'est bien foutu, il y a du style. C'est vraiment très années 90 pour le coup sa réalisation. Moi, c'est une réalisatrice dont j'apprécie les films, on va dire modérément. Mais voilà, j'ai jamais. Il n'y a aucun film d'elle où je me suis dit qu'elle n'avait, quelle honte. Je trouve qu'elle fait toujours voilà, du beau travail. Peut-être le film où je me suis vraiment fait chier de sa part, c'est Des Mineurs, où Oui. j'avais détesté. Moi, pareil. Mais voilà. Mais non, Point Break, c'est un film que j'aime plutôt bien. Bon, tu as dit tout ce qu'il fallait en dire, je pense. Voilà, c'est un film qui a pas besoin d'être aimé ou pas aimé, parce que c'est un film qui est culte, hein, comme on l'a dit. Il y a vraiment des gens qui adorent ce film-là. Ça a été un succès, hein, ça a rapporté 85 millions pour 24 de budget, sans non plus casser des briques. Voilà, c'est devenu vraiment culte, je pense, en VHS. On avait tous un ou deux copains qui avaient l'affiche. Moi, je me rappelle de ça dans des affiches d'ados, dans des chambres d'ados, il y avait toujours l'affiche de Point Break ou la cassette de Point Break, en tout cas. C'est un film qui a vraiment marqué les années 90. Donc voilà, effectivement, comme tu le disais, si vous ne l'avez pas vu, voyez-le. Moi, je passe mon tour, mais je comprends très bien qu'on adore ce film. On va passer tout de suite, Meryl. Il nous reste 8 films dont il faut parler. C'est le top 1991. Et à la 8e position, on va démarrer tout de suite avec un film. Alors là, pour le coup, on passe des beaux soleils de Californie, des mecs qui font du surf avec des beaux cheveux et tout, au monde de la drogue, avec Rush, un film de Lily Zanuck, un film très étonnant. Moi, j'avoue que c'est un film que j'avais vu quand j'étais jeune, j'avais complètement oublié et je l'ai revu. Et je me suis dit, mais quel excellent film, ce Rush. Donc voilà, c'était avec, dans les rôles principaux, Jason Patric, un acteur plutôt oublié des années 90, Jennifer Jason Leigh, Sam Elliott aussi, notamment au casting. Il y a Max Ferlich, dont on a parlé très récemment, et William Sadler aussi dans les rôles, dans les seconds rôles. Alors, c'est un film, je pense, qui n'a pas marché en salle, ça c'est sûr. C'est un film qui a à peine marché, je pense, en VHS. C'est un film qui ne repasse jamais. Bref, c'est un film, je pense, totalement oublié, ce Rush. Il était interdit moins de 16 ans au moment de sa sortie.
ça a peut-être contribué à ça. L'histoire est toute simple, hein. Ce sont deux petits keufs, voilà, ça se passe au Texas. Ils doivent en tout cas, ils doivent démanteler un trafic de drogue et ils sont embarqués dans une infiltration où ils doivent vraiment jouer le jeu à fond, c'est-à-dire se droguer, se piquer, sniffer à longueur de journée et ils deviennent petit à petit, ils passent de flics plutôt fringants et pimpants à deux clodos qui vont se camer dans des squats, quoi. Voilà, c'est un peu l'histoire du film et je trouve que c'est un film qui a énormément de qualité. Déjà, c'est très bien joué. La réalisation est vraiment poisseuse. On est immergé dans ce monde-là de la drogue, des camés, voilà, des échanges. Enfin, c'est glauquissime, je trouve. Et vraiment, il y a une ambiance, il y a une atmosphère. C'est bien au-dessus de la série B. Je trouve que c'est vraiment un très bon polar. Qu'est-ce que tu as pensé de Rush, Meryl? Non mais voilà, sans vouloir dénigrer Drugstore Cowboys, hein, dont on a parlé, tout ce que ce film-là n'avait fait qu'effleurer, Rush te le montre et il te le montre dès le début. Parce que tu sais, lui il est déjà dans la cam, hein, lui. Hein. Lui il tape déjà le shoot et tout quand elle arrive. Hein. Tout à fait. Donc, Oui, elle, c'est la newbie qui arrive Ouais. avec lui. Ouais. Lui, il l'entraîne carrément. Ouais. Et sinon, je reviens sur le fait que ça n'ait pas trop bien marché, c'est qu'à l'époque, Clapton a eu un Grammy pour Tears in Heaven. Et, Qui est dans le film. ouais, c'est ça, qui est dans le film. En plus, il va claquer le truc avec l'Unplug l'année d'après, je crois, de toute façon. Mais c'est étonnant, parce qu'en plus, c'est vraiment un bon film, hein, très très bien interprété. On l'écoute peut-être, Meryl. Oui. Tears in Heaven. Would you know my name if I saw you in heaven? Pour peu que t'aimes bien le rock et le blues, en plus, c'est cool parce que ça baigne vraiment là-dedans. Jason Patrick, qui est moi un acteur que j'apprécie pas spécialement, dans Sleepers. Peut-être, ouais, enfin, c'est pas un acteur que j'ai vu beaucoup. Il est parfait dans son rôle avec ses yeux translucides. Franchement, il est vraiment parfait. Jason, C'est le rôle de sa vie, moi, je trouve. Ouais, bah, tu vois, je suis pas loin de dire ça. Ouais. Jennifer Jason Leigh, c'est pareil. Moi, tu sais quoi, je l'avais oublié, moi, là-dedans. Bah Alors oui. que c'est une actrice que j'adore, surtout dans les années 90, moi je l'adore. Hein. Et elle est super là-dedans, elle est vraiment parfaite, quoi. Là c'est pareil, tu vois, je me demande si c'est pas un de ses meilleurs rôles non plus, tu vois. Tellement Clairement. elle est incroyable. Comme tu l'as dit, t'as raison, hein, la descente aux enfers des toxicos, là elle est montrée, quoi, tu vois. C'est le décor de l'histoire, c'est le Texas, c'est les espèces de bouges, les espèces de bars à cow-boy des années 90. Et du coup, voilà, la musique, t'as un peu l'impression d'être dans la Color of Money de Scorsese ou même Roadhouse. T'as beaucoup de blues, beaucoup de rock, quoi. C'est un chouette film, la véritable plongée dans le monde pourri de la toxicomanie, voilà. Ça va vite parce que le truc ne met pas 20 minutes avant de te parler de cam et de te montrer un mec qui se shoot et qui te le montre vraiment en plus. Hein. Du coup, je pense que c'est peut-être ça qui, à l'époque, a empêché un peu que le film puisse marquer les esprits, et ça a peut-être trop choqué les gens. Je sais pas ce qui était sorti déjà à l'époque qui parlait de drogue comme ça, parce que tu vois, on était encore loin de Trainspotting et tout ça, quoi. Bah oui, pas grand-chose finalement, Ouais. parce que c'est un peu ce que tu disais avec Drugstore Cowboy l'année d'avant. Trainspotting, ce sera 5 ans après. On était dans un entre-deux. Alors, il y a des gens pour qui, par exemple, un film comme Blow avec Johnny Depp est un film marquant. Moi, je trouve que c'est un navet. Mais je trouve que vraiment le vrai film sur je sais pas, des keufs infiltrés dans le milieu de la drogue, moi, je vois pas au-dessus de Rush, en tout cas. Ah non, c'est clair. Hein. Trainspotting, c'était bien après. Et tu vois, je trouve que ça. Après, il y avait le truc aussi avec Gary Oldman, tu sais, sur le bassiste de. Sid et Nancy. Ouais, c'est ça. Chez là-dedans, on voyait qui. Mais je sais pas de quand c'est ça. Franchement, je suis presque sûr que Rush, c'est la première fois qu'on voyait le monde de la toxicomanie comme ça. Et après, j'ai pas vraiment regardé l'histoire du film ou si ça vient d'un bouquin, si le scénario a été écrit par un ancien. C'est un pote. bouquin, ouais. Ah, c'est un bouquin, ouais. C'est un bouquin de Kim Wozencraft, exactement. Ouais, tu vois, je m'étais pas trop regardé. Mais bon, voilà. En tout cas, voilà. Il y a pas à en dire, en faire des caisses, hein, parce que c'est un film qui vaut surtout pour son décor et l'interprétation de ces deux acteurs principaux. Tout à fait. Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est que Lily Finney-Zanuck, qui est la réalisatrice, Oui, exact. c'est une réalisatrice déjà. À noter, on a parlé de Catherine Bigelow dans une époque où il y avait très peu de réalisatrices, à l'époque, il y a 30 ans. Donc là, 2 réalisatrices d'affilée. Et en fait, ce sera son seul film, Ouais. cette Lily Finney-Zanuck. C'est quand même incroyable parce qu'il y a vraiment. Alors, la réalisation est pas dingue. On peut pas dire Non. que l'image Non, soit folle et tout ça. C'est très sobre. Mais par contre, il y a une vraie volonté d'immerger le truc et tout ça. Et alors, ce qui est fou, c'est que cette réalisatrice est mariée à Richard Zanuck, qui est vraiment un nom du cinéma ultra connu, un producteur qui a produit 12 milliards de films
de Butch Cassidy et le Kid à des films beaucoup plus récents. Enfin bref, c'est un mec qui a marqué l'histoire d'Hollywood. Et donc, je pense qu'il lui a donné un peu les coups des franges pour ce film-là, à lui dire fais ton film. Et elle a fait un truc complètement hors des sentiers battus, qui est pas du tout hollywoodien, avec Jason Patric, qui est un beau mec qu'elle rend complètement laid, avec une longue barbe, des yeux, comme tu l'as dit, de toxico pendant tout le film. Bref, je pense qu'elle était beaucoup plus rebelle que son mari, qui a produit des trucs très mainstream. Déjà, c'est à noter. Et moi, je voulais aussi parler au dehors, je l'ai redit. Hein. Alors, les acteurs ont les cheveux gras, ils sont dégueulasses, ils sont vraiment très crédibles. Et moi, je me rappelle de l'affiche française où on voit Jennifer Jason Leigh prendre dans les bras Jason Patric, on dirait vraiment un squat avec deux pauvres camés, l'un dans l'autre. Voilà, ils sont sales, ils sointent et tout ça. Je trouvais déjà l'affiche très chouette. L'affiche française est très chouette, alors que l'affiche américaine n'a pas grand intérêt. Elle fait plus gros film d'action, alors que c'est pas du tout le propos du film. Et il y a une scène, je sais pas si tu vois cette scène où ils vont justement faire un deal et où le mec les oblige à se shooter. C'est là, elle, pour la première fois qu'elle doit y aller. Et cette scène-là est dingue parce que tu te mets dans sa tête, tu te dis, je suis en train de basculer, voilà, je vais devenir héroïnomane à partir de ce moment. Et je trouve que cette scène-là est dingue et ultra crédible et ultra réaliste. Moi, j'ai jamais pris d'héroïne, mais en tout cas, je me dis, on voit la panique dans son regard, on se dit, mais ta vie change, quoi. Ta vie bascule à cause de ton boulot. On t'oblige à faire des choses que tu ne veux pas faire et ta vie bascule. Je trouve cette scène-là incroyable. Rien que pour cette scène, il faut regarder le film. C'est le moment clé du film, hein, de toute façon, parce que en fait, il lui dit que c'est dur. Il lui dit que c'est dur quand il commence à la recruter et elle se forme une carapace et elle dit qu'elle est prête à tout. Et puis là, elle se retrouve vraiment devant le truc et tu vois, t'as raison de le dire, tu vois dans ses yeux un monde qui s'effondre, quoi. Ouais. Même si le film est pas agréable, c'est vraiment pas un film doudou dans lequel on se sent bien. Mais c'est un film qui peut se revoir facilement, Rush, parce qu'il y a beaucoup de bonnes scènes, il y a beaucoup de péripéties assez remarquables. Donc voilà, c'est un excellent film. C'est le numéro 8 de ce top 1991. On va passer tout de suite à un registre beaucoup plus léger, Meryl, avec le numéro 7, La vie, l'amour, les vaches. Le titre original, City Slickers. Alors c'est vrai que le titre français est un peu naze, mais on l'a toujours entendu comme ça, donc pourquoi pas. City Slickers, donc en anglais. Un film de Ron Underwood, qui est un réalisateur, pour le coup, dont on va parler très peu, voire pas du tout, parce que je pense que c'est le seul film dont on parlera de lui dans ce podcast. C'est un mec qui s'est retourné complètement vers la télévision parce qu'il a fait un énorme beat qui est resté dans les annales. C'est Pluto Nash avec Eddie Murphy dans les années 2000, un film qui avait coûté 100 millions et qu'on avait rapporté à peu près 10. Donc après, il a été complètement blacklisté, refoutu à la télé. Et c'est un réalisateur pas très intéressant, hormis, je trouve, pour ce donc La vie, l'amour, les vaches, avec un trio d'acteurs que je trouve excellentissime. Billy Crystal en héros, Bruno Kirby à ses côtés, le petit moustachu qu'on avait vu dans Encore et Contre Sally, et Daniel Stern, le grand dadais de Maman, j'ai raté l'avion. Donc voilà, ce trio-là est génial. Et donc ce sont en gros 3 mecs de 40 ans qui ont la petite crise de la quarantaine. Ils veulent se faire un petit kiff. Et donc au lieu d'aller faire, au lieu d'aller à Las Vegas ou au lieu d'aller au Brésil, ils vont se faire un western. En fait, ils vont conduire un troupeau de vaches dans le sud des États-Unis avec comme guide l'une des légendes du cinéma américain de l'époque, Jack Palance, qui est un grand acteur avec ce visage très émacié, qui a servi notamment de modèle pour des méchants dans Lucky Luke à l'époque. Et voilà, donc Jack Palance va jouer Curly et lui, il va leur apprendre à mener un troupeau et puis il va leur apprendre aussi les valeurs de la vie. Tout ça. C'est une comédie. Moi, je trouve qu'on rit beaucoup dans ce film-là, mais c'est également un petit western un peu philosophique, un tout petit western. Hein. Ça reste quand même une comédie. Moi, c'est un film que j'adore. C'est un film pour lequel j'ai plein de tendresse. Et de l'avoir revu il n'y a pas longtemps, j'ai toujours autant aimé. C'est un film que je revois avec grand plaisir. Je crois que toi, tu as été un peu déçu au revisionnage, Meryl. Ouais, c'est triste. Parce que du coup, ça me ruine un petit peu l'effet Harry Meet Sally, quoi. C'est dommage, mais bref. C'est dommage parce que pour moi, dans ma mémoire, je me souvenais avoir bien aimé ça, et je pense qu'à l'époque j'avais bien aimé, mais pour moi c'était l'autre bon rôle de Billy Crystal. Parce que tu te rends compte quand même que Billy Crystal, c'est un mec qui a pratiquement pas tourné, mais pour qui tu as un capital sympathie énorme, alors que tu l'as vu dans un film, du coup là, seulement Harry, quoi, tu vois. Mais bon, après, moi, il reste même là-dedans, il reste à jamais le roi du cool, hein, de toute façon, Billy Crystal. Mais voilà, sauf que passer les 20 premières minutes qui sont sympas, parce que c'est un peu justement un petit one-man show Billy Crystal, one-man show de sa vie de boomer américain dans la crise de la quarantaine, qui se passe plutôt bien autour de son nombril, vu qu'il est américain et qu'il est fiscalement viable. Tu vois, ça m'a fait un peu cet effet-là. Et du coup, voilà, après, je me suis dit, c'était cool, c'est quand ils arrivent vraiment, quand ils arrivent dans le range que ça devient un peu rigolo. Et puis quand ils arrivent dans le range, voilà, les vannes sont un peu limites, même un humour Walt Disneyesque.
Tu vois, t'as un peu l'impression que on tape pas là où ça pourrait faire mal, hein, on reste tranquille au-dessus de la ceinture. C'est très familial, ouais. Oui, voilà, complètement. c'est ça. Ouais. Tu sens que ça a été fait pour rien ne doit dépasser. Et il faut qu'on touche un large public. Et puis voilà quoi. C'est assez esprit américain. Enfin, je sais pas comment dire, mais enfin voilà. En tout cas, moi je trouve que le film flirte un petit peu trop avec Insouciance des 80s et du coup, enfin. C'est le film un petit peu. Non, je vais pas dire ça, c'est de la merde. Bref. Moi, si tu veux, c'est bon. Si tu veux, le film n'est pas non plus une souffrance. Hein. Alors, Ron Underwood, il fait le taf. Hein. Il y a même. Alors lui, j'ai lu que c'était le réalisateur. Il sortait de Tremors en fait, là, du succès de Ouais, surprise tout à de fait. Tremors. Du coup, moi, c'est un film que je sais pas, c'est pas que je l'aime bien, mais bon, j'avais trouvé ça honorable à l'époque. Mais voilà, quand ça parodie le western, c'est plutôt chouette. Hein. Mais comme le scénar m'a quand même pas mal fait chier, et comme même, tu vois, Billy Crystal a fait, et puis les trois, même Daniel Stern, que j'étais pourtant de retrouver, tu vois. Enfin, ouais, ils ont même limite fini par m'énerver un petit peu tout le temps à se plaindre pour des conneries. Enfin, tu vois, quoi. Je sais pas, c'était peut-être pas le bon moment pour le revoir, ce film, peut-être. T'étais de mauvaise humeur. Ouais, peut-être. Mais voilà, bon, il y a quand même Jack Palance qui aura chopé un Oscar pour son rôle d'ailleurs. Ça fait plaisir de retrouver sa tronche carrée, enfin rectangulaire. Bah oui, ouais. Et puis, bon, voilà, il y a Bruno Kirby qui est bon. Hein, je trouve toujours très très bon dans Basketball Diaries et dans Sleepers. Moi, je trouve vraiment qu'il est excellent. Et puis, j'étais étonné de voir Jack Gyllenhaal tout jeune là-dedans, C'est vrai, il joue le fils, ouais. qui est pas mal. Hein, et puis, bon, voilà, bien sûr, le joli minou d'Helen Slater, mais je pense que tu vas en parler un petit peu. Oh, bah, tu vois, je comptais même pas en parler d'Anne Slater. Bah, elle a un tout petit rôle, hein. Elle a Oui, vraiment un oui. rôle minuscule. Mais bon, voilà. Moi, ce que je voulais dire aussi sur La vie, l'amour, les vaches, c'est que c'est un film. Tu vois, j'en ai parlé cet après-midi parce que il y avait des copains, enfin, des collègues avec qui je parlais du podcast qu'on allait enregistrer. Ils me disaient est-ce qu'il y a des comédies dans ton truc? Et je dis il y a celui-là, il y a celle-là. C'est des gens qui ont 40 ans, qui Mm. n'avaient jamais entendu parler de ce film. Oh. Alors, je me suis dit c'est quand même étonnant, tu vois, Ouais. alors ils sont pas cinéphiles, mais bon, ils ont quand même un petit. Et en fait, je me suis aperçu que c'était un film en regardant un peu. C'est un film qui a cartonné aux États-Unis. Ça a été un immense succès. Mais en France, pas du tout, par exemple. C'est un film qui n'a pas vraiment marché. VHS. Ouais, VHS, 27 millions de budget pour La vie, l'amour et les vaches, 180 millions de recettes. Hein, quand Ah même. la vache, C'est ah ouais. Ah ouais, ça a été Seulement un aux succès États-Unis, qu'est-ce énorme que tu veux dire alors? Ce qu'aux dans le États-Unis. monde entier. Ah oui, d'accord. 130 aux États-Unis, 180 dans le monde entier. Ah oui, Donc voilà, tu vois, c'est un succès un peu à la Crocodile Dundee, j'ai Ouais. envie de dire. ouais, exactement. Tu sais, ce genre de comédie, retour à la nature, retour aux vraies valeurs, avec des vannes, comme tu le disais, pas graveleuses, pas scabreuses, Mm. pas noires. Ça reste très grand public, mais très sympathique. Moi, c'est des films en fait, qui me font du bien, parce que comme je suis assez cynique dans la vie, les comédies comme ça, un peu premier degré, avec des acteurs que j'aime bien, et des grands paysages, et puis des valeurs un peu, et puis on se projette, et on a envie de rêver sur des modèles un peu tu vois, ancestraux comme la famille et tout ça. J'avoue Carrément. que ça me fait un peu rêver. J'avoue que ça me fait un peu rêver, de temps en temps. Tu as le droit, tu as le droit. Ouais, Moi, tu vois, je retrouve mon cœur dans ces cas-là, quoi. Ouais. Moi, je préfère carrément m'en retaper un Farelli. Alors, du coup, tu vois, je préfère l'esprit Farelli où il y a vraiment de la déjante, plutôt que voilà, c'est un peu trop bobo, même si j'aime pas cette expression-là. Je sais pas trop ce que ça veut dire d'ailleurs, mais bon, bref. Ce sont des gens qui mangent des graines et qui roulent en vélo. Normalement, c'est ça l'expression. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est un peu toi, mais en fait. Ah ouais, c'est ça, tout à fait. Je mange des graines, c'est vrai. Bon, le vélo, pas encore, mais C'est vrai, c'est vrai. Voilà, donc pour la brochette d'acteurs, pour Bruno Kirby, Billy Crystal, Daniel Stern et Jack Palance, hein, qui est quand même le quatrième rôle. Il y aura d'ailleurs une suite de ce film, au vu du carton, City Slickers numéro 2, alias en français Lord de Curly, voilà, qui était un très mauvais film. Moi, je me rappelle de l'avoir vu à l'époque. Mes parents avaient un décodeur pirate, tu sais, de Canal+. ouais. Et donc j'avais adoré La vie, l'amour, les vaches, donc j'avais trop hâte de voir la suite. Et j'avais été très déçu lors de Curly. D'ailleurs, personne ne s'en rappelle. Bah si, de ce film, c'est pas un film avec John Wayne et Billy Murray. Mais d'ailleurs, dans Jack Palance, c'était décédé, si je dis pas de bêtises. Mm. Et donc, ils allaient chercher, tu sais, sa statue, ou je sais pas quoi, ils allaient chercher son trésor, justement. Oh la Son vache. trésor dans le numéro 2. D'accord. Ouais, ce serait à revoir. Hein. Je vais peut-être le revoir, tu vois, pour les prochains podcasts. Parce que comme je regarde tous les films de toutes les années, c'est un peu. Voilà. Je vais me taper lors de Curly, je pense. Mais en tout cas, voilà. La vie, l'amour, les vaches, City Slickers. Moi, je vous le conseille. C'est une vraie comédie. Une vraie comédie premier degré. Voilà. Avec des belles valeurs, avec des bons acteurs, avec des beaux paysages. Moi, je trouve ça un film extrêmement agréable. J'aime beaucoup ce film. Donc, je vous le conseille, Meryl. Bon, toi, t'as été un peu déçu. Ouais. On poursuit avec le numéro 6 de ce top 1991, L'échelle de Jacob,
un film de Adrian Lyne. Alors un film, pour le coup, un film culte. Je pense que le nom est approprié pour ce film. Tim Robbins dans le rôle principal, Elisabeth Peña, Danny Aiello, qu'on adore, Danny Aiello. Et puis que dire d'autre? Que dire sur ce film? C'est un film d'Adrian Lyne. Alors déjà, quand on regarde ça, on se dit, ça va forcément être un thriller avec des scènes de cul. C'est à peu près tout ce qu'a fait Adrian Lyne dans sa vie, 9 semaines et demie notamment, Infidèle, Liaison fatale. Bref, c'est un mec qui a été spécialisé dans le thriller de cul. Et là, il change complètement de registre avec l'échelle de Jacob et il fait une espèce de film cauchemar totalement dingue que moi j'ai vu très jeune, qui m'a traumatisé. Quand j'étais jeune, j'en ai fait des cauchemars pendant très longtemps. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, à le revoir, ça fait beaucoup moins peur quand on est adulte, mais il y a quand même des scènes extraordinaires. On va rappeler juste en quelques mots le pitch de base. C'est un type, c'est un ancien soldat qui a fait la guerre du Vietnam, un ancien soldat américain qui a fait la guerre du Vietnam et qui est en deuil parce qu'il a perdu son enfant. Et en fait, il a des hallucinations, il a des rêves, des illusions en pleine journée. D'un coup, il fait des crises pas possibles. Il voit des choses et il essaye de comprendre pourquoi il voit ces choses. Qu'est-ce qu'on lui a fait? Est-ce qu'il devient fou? C'est un film un peu cauchemar, un film mental. Et c'est vraiment un film excellent parce que ça ne ressemble qu'à lui. Meryl, qu'est-ce que tu as envie de dire sur l'échelle de Jacob? Bien déjà que même si c'est vrai qu'Adrian Lyne, on l'attendait pas là, faut quand même dire que c'est un scénario de Bruce Joel Rubin qui a tourné avec son truc pendant 10 ans avant de réussir à le monter. Tout à fait. Qui avait fait Ghost, notamment, Bruce Joel Rubin. Ouais. Et alors moi, je tiens à dire que c'est pareil. J'ai vu ça quand j'étais plus jeune et ça m'avait traumatisé. Il y a des scènes là-dedans. Et en voyant le film, alors c'est bien ce que je me faisais la réflexion parce qu'il y a finalement pas tant d'effets spéciaux. Il y a beaucoup de plans de coupe et de choses comme ça. Et du coup, d'effets de montage, ouais. Oui, voilà, ouais. Et du coup, le film a pas trop perdu. Je trouve que pour quelqu'un qui l'a jamais vu, ça a pas vieilli. Tu vois, je trouve encore très très bien. Et puis moi il y a des passages où alors je sais pas si ça me rappelait ce que j'avais ressenti à l'époque ou si je le ressens encore, mais moi il y a des passages qui m'ont encore fait monter un petit peu tu vois quoi, la tension de toute façon. Ah oui, ça marche toujours. Non mais quand je disais, nous ça nous a traumatisé quand t'es gamin et que tu vois les premières moi c'est notamment la scène du métro au début du film, mais j'en ai fait des cauchemars. Ça m'a vraiment perturbé quoi. Et tu sais, comme alors je crois que je l'avais déjà dit, mais comme Alien, à l'époque de la VHS, t'avais souvent les mêmes bandes annonces avant les films. Et notamment celle-là, moi, je me rappelle me l'être tapé pas mal de fois et que la bande-annonce était hyper efficace, hyper mystérieuse. Même l'affiche, de toute façon, elle est géniale, l'affiche, de toute façon. L'affiche est géniale. Mais c'est à pas mettre chez soi, tu vois. L'affiche, elle est tellement. Pareil, ça fait cauchemar. Le slogan de l'affiche française, genre, je sais pas s'ils l'ont repris de l'affiche américaine. Le plus effrayant dans les cauchemars de Jacob Singer, c'est qu'il ne rêve pas. C'est très bon aussi. Après, franchement, s'il y a quelqu'un qui a dans sa chambre l'affiche de l'échelle de Jacob ou même de l'exorciste, qui mette un petit mot en com, parce que franchement... Ça doit forcément exister. C'est sûr, oui, c'est sûr. Enfin voilà, donc d'emblée, de toute façon, moi je te dis, ça reste un excellent film pour moi, il n'y a pas de souci. C'est certainement un des meilleurs rôles pour Tim Robbins avec Les Évadés. Là vraiment il donne de sa personne par contre il y a des scènes, il est clairement habité par son rôle. On en a déjà pas mal parlé et on va encore en parler, mais il y a pour moi un acteur qui est devenu légendaire avec ce podcast, c'est Danny Elliott. On en a parlé, le mec le plus sympa et lucide d'Hollywood. Et là-dedans, il est incroyable. Il est tout le temps incroyable de toute façon. Moi, c'est un film que j'avais pas vu depuis un petit moment, mais bon, voilà, en connaissant, en te souvenant du pitch, parce que bon, voilà, une fois que tu as vu le film, après, tu connais le truc. Malgré tout, tu vois, les apparitions, les tarés qui se croisent, l'espèce de mystère avec le Vietnam, ses visions, la paranoïa, t'as la même incompréhension que le héros durant tout le long du film. C'est vrai. On ne comprend rien. Oui, c'est ça, voilà. Tu comprends rien, et surtout, ce qu'il y a, c'est que tu comprends rien comme lui. Et plus ça avance, alors il y a quand même des révélations, mais plus ça avance et plus t'es paumé comme lui, quoi. Tu te retrouves paumé au milieu de l'horreur, parce qu'il est au milieu de l'horreur. Je me suis fait la réflexion, tu vois, pour quelqu'un comme toi qui dit, tu m'as souvent dit dans le podcast que par exemple tu n'aimais pas trop Lynch, parce que Lynch il te met plein de mystères partout et à la fin il te laisse dans les mystères. Là, l'échelle de Jacob, pour le coup, il y a plein de mystères, mais il y a une espèce de résolution. Et puis une super résolution en plus. Carrément. Carrément. Non, c'est vraiment, voilà, on va pas trop parler de ça parce qu'il faut pas qu'on le révèle si vous l'avez pas vu, mais justement, ça fait partie de ces films avec des pitchs finaux qui te
propulse le film parmi les films à voir, et surtout si tu veux te la flipper un peu. Et voilà, enfin, il faut rien révéler. Alors attends, c'est marrant parce que j'avais noté un truc, mais je me rappelle plus que pourquoi je l'avais noté. Mais j'avais noté même la présence. Ah oui, voilà, ouais. Je te cache pas que la présence du petit ami de la future reine du royaume de Zamunda, bon, sans la coupe de cheveux, hein, mais en soldat, ça m'a un peu déconcentré quand même. Parce qu'il y a... Eric Lassalle. Ouais, c'est ça. Mais bon, non, il est très bon dans le rôle aussi. Ils sont très très bons. Tous les petits rôles sont bons, franchement. Alors, j'ai pas noté son nom, mais ah si, bien sûr, Elisabeth Pena, révélée 3 ans plus tôt par La Bamba, bordel. Tu m'étonnes. Oui. Elle est excellente alors, là-dedans. Un petit mot sur Eric Lassalle quand même, parce que tu parlais de lui dans Un Prince à New York. Il est surtout c'est devenu une méga star avec le rôle du docteur Benton dans Urgence, la série Urgence. Ah oui, ouais. Elisabeth Peña, tu as raison de le dire, elle est excellente d'ailleurs dans ce film, elle est vraiment très très bien. Jason Alexander, un acteur de Seinfeld qui joue dedans. Pruitt Taylor Vince avec ses yeux qui vont dans tous les sens, qu'on voit dans plein de films de cette époque-là et dans les années 2000. Ouais, Ving Rhames, le Marcellus aussi. Enfin, voilà, il y a du casting, quoi. Il y a du casting, pas encore connu, mais il y a du casting. Je réinsiste sur toi, par-dessus toi, mais si on l'a déjà dit, Danny Aiello, il est génial. Oui. Il joue une espèce de masseur. Enfin voilà, il est masseur dans ce film, il est incroyable. Ouais, il est vraiment excellent. On peut parler d'un film clairement sous-estimé, tu vois, parce que bon, il n'y a pas eu un gros succès à sa sortie, mais bon, voilà, c'est pas non plus étonnant parce que ça a pas, je sais pas comment dire, mais enfin, c'est pas Seven, tu vois, il manque un petit quelque chose pour le présenter comme un espèce de blockbuster d'horreur, tu vois. Ah bah de toute façon, il est déjà dur à résumer, il est difficile à vendre. Ouais. Mais par contre, il est pas sous-estimé parce que les critiques ont tout de suite été excellentes. Ouais. Dès qu'il est sorti, il a eu pas mal de prix. Bon, il a eu des prix à Avoriaz à l'époque, pas du tout à Cannes, dans des festivals un peu mainstream. Il a eu pas mal de prix à Avoriaz. Et c'est un film quand il est sorti en VHS, moi je me rappelle encore de magazines mainstream comme Studio ou Première qui en disaient beaucoup de bien. Donc tu vois, c'est un film qui a plutôt été adoré par les spécialistes à la Mad Movies ou à la Starfix et par les mainstream. Donc non, le film a pas été sous-estimé. C'est devenu un film culte assez rapidement. Ah d'accord. Bah alors, tu vois, tant mieux parce que comme je disais tout à l'heure, moi je trouve que le film n'a pas du tout vieilli. Les second rôles sont toujours, enfin sont parfaits. La photo c'est très sombre, mais pourtant, enfin c'est pas ça ne nuit pas au film. En tout cas, tu vois, ça rend encore plus malaisant. Ce que tu vois à l'image, quoi. C'est vraiment un film à voir et peut-être même plutôt 2 fois qu'une parce que bon, la première fois tu tapes la claque et la deuxième fois du coup tu revois plein de choses que certainement t'avais pas vu la première fois parce que il faut aussi parler du super thème de Maurice Jarre qui est parfait, quelques notes de piano, tu vois, et qui, enfin je sais pas, qui te plonge dans un espèce de... Je sais pas, tu sais, ça me fait un petit peu le même effet que... ça va te faire marrer ça, mais tu sais, le générique de Hulk, la série. Je trouve qu'il y a des images dans ce film-là, on a vu que ça ici. Ouais. Et en fait, c'est des images qu'ils ont tenté peut-être de refaire ailleurs. Par exemple, je pense qu'un film comme Silent Hill ou un jeu vidéo comme Silent Hill s'inspire de l'échelle de Jacob. C'est pas possible autrement. Il y a des images qui ressemblent vraiment très fort à ça, avec des espèces de monstres. En tout cas, moi, ça me fait beaucoup penser à ça. Alors, le jeu vidéo a forcément été fait après. Le film de Christophe Gans, moi, j'ai jamais joué au jeu vidéo, mais j'ai vu le film de Christophe Gans qui est adapté du jeu vidéo Silent Hill. Il y a vraiment des images trait pour trait, c'est l'échelle de Jacob. Mais je trouve que l'échelle de Jacob est 100 000 lieues au-dessus. Et en fait, c'est un film qui arrive à mêler pas mal d'ambiances différentes. La guerre du Vietnam avec ce côté un peu, on dirait presque un faux Vietnam, un peu à la Full Metal Jacket. Mais à côté de ça, il te montre des espèces de ténèbres quand le mec est dans le fauteuil d'hôpital et qu'il traverse des... C'est hallucinant. Le plan est génial. Le plan est génial, voilà. Les scènes du métro sont incroyables. Et puis, pareil, il y a des scènes on dirait qu'il est dans une ville abandonnée où il y a juste une voiture qui passe au milieu de la rue et lui... Enfin, vraiment, il y a des scènes incroyables. Visuellement, c'est un film très, très fort. Tu l'as dit, au niveau de l'interprétation, c'est parfait. Donc voilà, c'est un grand film, l'échelle de Jacob, et je trouve qu'on ne le dit jamais assez, parce que c'est un film, alors à défaut d'être sous-estimé, je pense que c'est un film qui est très estimé, mais peut-être que pas assez de gens ne le connaissent malgré tout encore. Il reste à le faire découvrir. Ouais. Et ce qui est incroyable aussi, je ne l'ai pas dit, je le dis juste parce que c'est incroyable, il y a le fils que Tim Robbins a perdu, c'est Macaulay Culkin. J'allais le dire, c'était ma réplique de fin. Excuse-moi. Non, mais tu es très bon. Tu es très bon, Meryl. J'ai cru que tu terminais, c'est pour ça. Non, Macaulay Culkin, effectivement, qui joue le fils de Tim Robbins. Je me suis dit, tu vois, Daniel Stern dans La Ville amour les vaches, Macaulay Culkin dans L'échelle de Jacob. Voilà, les années se suivent et on retrouve les acteurs de ce film. Ouais. En tout cas, voilà, c'est vraiment un film, on vous le conseille unanimement. Moi, je dirais pas jusqu'à chef-d'œuvre,
c'est un petit chef-d'œuvre quand même, Ah Michel ouais, de ouais. Jacob. Dans le genre, C'est vraiment, dans le genre, il y en a pas tant que ça, donc moi j'hésiterais pas à lui donner chef-d'œuvre, quoi, tu vois, c'est vrai. Alors, on quitte un Danny Aiello dans l'échelle de Jacob, un Danny Aiello étrange, on va dire, pour rejoindre un Danny Aiello rigolo, avec de l'humour, dans Ce cher intrus. Alors, Ce cher intrus, c'est un film, à chaque fois que j'en parle à quiconque, personne ne connaît. C'est vraiment un film, j'ai l'impression d'être le seul mec à l'avoir vu au monde. Et je l'ai mis pourtant 5e de Stop 1991. Moi, c'est un film que j'ai découvert complètement par hasard. C'est un réalisateur que je n'aime pas du tout. C'est Lasse Hallström, un réalisateur suédois qui a fait un succès en Suède et après qui a été happé par Hollywood pour faire des espèces de nanars plein de guimauves durant les années 90-2000. Et je trouve qu'il a un bon film dans sa filmographie, c'est Ce cher intrus. Alors, en anglais, le titre, c'est On Surround. Et c'est un film tout simple, mais avec un casting, déjà, le casting, je le trouve extraordinaire. Richard Dreyfuss, Holly Hunter, Danny Aiello, donc, Laura San Giacomo et Gina Rollins. Bon, voilà, rien que le casting, ça a de la gueule. Et c'est un film, c'est une espèce de comédie avec du drame. Moi, c'est un film où je ris, où je pleure, où je suis touché. Enfin, vraiment, c'est le film américain dans toute sa splendeur, avec toutes les émotions que ça peut engendrer. Alors, ça n'a pas du tout été un grand succès, hein, Ce cher intrus. Ça fait même un bid au niveau box-office américain. En France, c'est sorti en catimini. Ça n'a été nulle part dans les festivals. Personne ne connaît ce film. Donc, est-ce que tu pourrais le résumer, toi, Meryl? Je crois que tu l'as découvert via le podcast. Enfin, je te l'ai fait découvrir, là, en l'occurrence, pour ce podcast. Complètement, ouais. Holly Hunter, donc, part alors, je sais plus, au bord de la mer, mais en tout cas, elle part dans une formation pour vendre des appartements. Elle y rencontre donc Richard Dreyfuss, un personnage quelque peu excentrique. Tous les deux, ils tombent follement amoureux et du coup, elle finit par le ramener chez elle. Alors donc, faut expliquer quand même qu'elle, c'est une Italienne, donc elle vit dans une famille un peu chrétienne, mais surtout très liée. Surtout quand le papa, c'est Danny Aiello. Et puis voilà, donc comme voilà, l'essentiel du film, c'est un petit peu la rivalité entre lui justement et puis Richard Dreyfuss, qui est un personnage tellement gentil, tellement avenant, mais qui est aussi très excentrique et qui des fois, je sais pas, un petit peu des règles qui dérangent la famille, on va dire. Il est quasi insupportable par moment. Oui, on peut dire ça. Il est à la fois adorable, il déborde d'amour, mais il est insupportable. Oui, c'est ça. C'est un hyperactif de la sensibilité, ou je sais pas comment dire. Exactement. C'est exactement. Il veut couvrir d'amour tout le monde, il veut en faire des caisses, mais il reste il reste vraiment avec des sentiments positifs, mais il en fait trop. Il faut aussi dire pour le résumer le film que Holly Hunter dans le film, elle a 20 piges de moins que Richard Dreyfuss. Oui, donc, ça, lui, quand elle ramène ce type-là, voilà, lui il a les cheveux blancs, la moustache blanche. Elle le ramène à sa famille, ils se disent merde, elle nous ramène un vieux et en plus le vieux en fait des caisses. Alors il y a un affrontement, moi c'est ce que je trouve le plus génial dans ce film-là, c'est l'affrontement entre Richard Dreyfuss et Danny Aiello. Danny Aiello, le vieux patriarche italien placide, voilà, qui n'a Dieu que pour ses filles et sa femme, et il ne supporte pas ce type qui arrive dans sa vie et qui veut tout diriger, enfin en tout cas tout régenter, faire des cadeaux, faire des animations, mettre en scène des choses et tout ça. Il ne comprend pas et je trouve que c'est un tout petit scénario, c'est un tout petit film, mais je trouve que ça marche via l'interprétation. Qu'est-ce que tu en as pensé pour ton premier visionnage? Tu fais bien de dire ça, parce que alors c'est non seulement ça, c'est l'opposition entre deux mondes, parce que ce qu'il faut dire aussi, c'est que justement Richard Dreyfuss, lui, elle le rencontre là-bas à la formation parce que lui, justement, il vient faire une conférence parce que c'est un gros vendeur. Il est devenu, en tout cas, millionnaire certainement. Il se balade en limousine, pardon. Et d'ailleurs, il est tout le temps en limousine avec un chauffeur. Et justement, voilà, alors que lui, plutôt Danny Aiello, dans sa famille, il a toujours essayé d'instaurer la simplicité. Voilà, même si on peut dire que c'est un peu des bourgeois parce qu'ils ont une chouette maison. Bon, voilà, c'est la classe moyenne, quoi. Mais en tout cas, lui, il a des valeurs, il sait d'où il vient. Donc c'est un petit peu l'affrontement entre ces deux rôles. Jusqu'à présent, Holly Hunter ne m'a jamais déçu, moi, dans un film. Ouais, tu vois. Elle est géniale. En plus, là, tu vois, ça colle parfaitement parce qu'elle a exactement ce qu'il faut pour te rendre le personnage, ce qu'elle sait tellement bien jouer, tu sais, attachant, un peu bizarre, et puis carrément barré par moment, tu vois. Ça, je trouve qu'elle est parfaite. Moi, je qualifierais un petit peu le film de Pretty Woman, de faux Pretty Woman. Bon, là-dedans aussi, j'ai retrouvé Gina Rollins, qui a un rôle certes moins torturé que dans le cas de Savette, ce qu'on avait vu, que moi j'aime vraiment beaucoup. Une femme sous influence, ouais. Ouais, c'est ça. C'est sûr qu'elle est moins torturée. Oui, carrément. Ouais. Mais de toute façon, ça joue bien. Même le film tourne essentiellement beaucoup, en tout cas, autour de repas de famille. Ça, faut quand même reconnaître, ça se passe énormément autour de la table, et c'est ce qui est drôle, de toute façon. Heureusement que Richard Dreyfuss arrive dans le film. Et puis, alors moi je connaissais pas trop le réalisateur, Lasse Hallström, t'as dit, c'est ça? Oui, ça se Lasse Hallström. Ouais, Lasse Hallström, ouais, voilà. Ouais. Bon, j'aimais bien, c'est lui qui a fait Gibber Grape, c'est ça, avec DiCaprio. Ouais. Et puis, alors, c'est lui surtout qui a fait le tir-larme Hachi avec
Oh là là. Richard Gere. Ouais. Moi, de lui, je connais que ça. C'est sympa si tu veux, parce que des fois, il y a alors, tu sais, le tour de bagnole autour du rond-point et tout ça, ça te donne un petit côté Wes Anderson de temps en temps. Tu vois, donc j'ai trouvé, voilà, c'est un mélange vraiment sympa. C'est vraiment un one-man show de Richard Dreyfuss, quand même, ce truc. Moi, je trouve que c'est limite un duo comique Dreyfus à Yellow, quoi. Oui, là, c'est ça, ouais. Voilà. Ouais. Après, à côté, bon, il y a Laura San Giacomo, qui est la copine, justement, de Pretty Woman, c'est pour ça que j'en ai parlé un petit peu. Et puis, le Greg Germann, alors je sais pas si t'avais regardé, moi j'ai regardé quelques épisodes d'Ally McBeal, il jouait là-dedans, lui. J'étais étonné de le retrouver là-dedans, ouais. Qui est bon aussi, tu sais, qui joue, justement, il joue le rôle de son amant qu'elle plaque la veille de son mariage. Ouais. C'est ça. Voilà. On peut quand même dire que c'est une vraie comédie typique des années 90, que c'est un film qui vaut quand même pour ses acteurs. Le petit truc en plus, tu vois, le petit côté Wes Anderson, tu rajoutes à ça Fly Me to the Moon, interprété par Frank Sinatra, le mec qui a le plus la classe au monde, derrière George Abitbol, bien sûr. Et puis, je sais pas, tu sais, t'as un film sympa à regarder avec ta nana le dimanche soir, quoi. Mais carrément, et en plus, Danny Aiello qui chante Frank Sinatra, Exactement. ça rappelle Hudson Hawk. Oui, Voilà. oui, c'est vrai, tiens, j'y avais pas pensé. Tiens. Ouais. Ouais. Mais Danny Aiello, de toute façon, c'est la classe. Enfin, je trouve que c'est vraiment le mec qui a tu le disais tout à l'heure, le côté bienveillant, quoi. C'est un mec qui a un regard sympathique. T'as envie d'être son pote, t'as envie d'être son fils. Enfin, il y a un truc qui marche bien chez ce mec-là qui est vraiment plein d'empathie, plein de sympathie. Et Richard Dreyfuss, c'est un acteur qu'on adore tous les deux pour X films. Et tu vois, à chaque fois que tu me disais, c'est dommage parce que Richard Dreyfuss, il a pas trouvé son bon rôle. Bon, on a quand même parlé de lui dans Les Dents de la Mer, Étroite surveillance, Ce cher intrus, Rencontre du troisième type. Voilà. Ouais. Je pense Mais tu sais c'est un quoi mec qui a quand même une carrière. Ouais, mais tu sais quoi, la limite, je sais pas si maintenant, quand je parlerai de Richard Dreyfuss, je citerai pas ce film-là comme son film pour moi, parce que voilà, il a personne. Enfin, c'est pas qu'il a personne en face, hein, il a des acteurs excellents, mais c'est quand même un one man de lui et il est très très bien. Donc, tu vois, c'est peut-être son film référence pour moi maintenant. Merci, tu vois. Ben voilà, je suis content de te l'avoir fait découvrir. Tu vois, encore une fois, c'est un film qui est complètement inconnu, qui est passé sous les radars totalement, Ce cher intrus. Moi, c'est un film que j'ai découvert donc à l'époque. Et en fait, il y avait l'affiche était très bizarre parce que c'était une grenouille sur l'affiche avec une espèce de couronne. Et je comprenais pas pourquoi cette affiche. L'affiche américaine est beaucoup plus conventionnelle avec une photo de famille et une petite photo déchirée avec Dreyfus. Et donc, cette affiche française m'avait attiré. Et donc, je l'avais regardée et j'avais adoré. Un petit mot sur la scénariste, qui est une femme qui s'appelle Malia Scotch Marmot. Et elle, en un an, donc elle a signé le scénario de Ce cher intrus et le scénario de Hook de Steven Spielberg. Voilà. Oui. Elle a fait 2 scénarios en un an. Je pense qu'il y en a un qui a eu plus de succès que l'autre. Mais voilà, ça a été une belle année. Je pense que c'est ça, je pense que c'est son année préférée, à mon avis, si tu lui demandes. Tu m'étonnes. Et moi, il y a une scène que je trouve qui résume bien ce film, qui est absolument géniale. C'est une scène d'anniversaire, si je dis pas de bêtises, dans Ce cher intrus. Et voilà, il y a Danny Aiello qui est content de faire cet anniversaire. C'est son truc à lui. Il veut que les choses soient comme d'habitude, avec les gens placés comme il aime bien. Enfin, vraiment, c'est le vieux papa italien traditionnaliste. Et Dreyfus, lui, il a décidé de faire de la fête, il a décidé de faire des cadeaux, et les deux vont s'affronter. En fait, ça va partir d'un contexte comique, et ça va limite tourner au vinaigre, parce que les deux, en fait, on se demande s'ils se détestent finalement. Mais en fait, le scénario est fait de sorte qu'ils ne se détestent pas. Il y a plein d'amour, en fait, dans leur relation, et ça va... Petit à petit, la pseudo-haine va se fissurer pour laisser apparaître de l'amour. C'est un film très film de Noël, pour le coup, là, Meryl. On parlait des films de Noël la dernière fois. Il n'y a pas plus film de Noël que Ce cher intrus. Oui, tout à fait. Donc voilà, moi, c'est un film que j'adore, totalement premier degré. C'est un film que je trouve pas du tout cucu, alors que ça pourrait avoir je sais pas, une caractéristique de film cucu. Je trouve que c'est un beau film. C'est un film extrêmement bien joué. C'est un film très tendre, très touchant. Donc je trouve que ça a tous les attributs du vrai bon film qu'on regarde en famille. En plus, c'est pour tous les publics parce qu'il n'y a pas de vulgarité particulière, il n'y a pas de violence. Bref, c'est un film que j'adore, Ce cher intrus, et je voulais le réhabiliter à travers ce podcast. On va passer au 4e, là également un film qui a été complètement oublié, qui est tombé dans les ravages du temps, dans les cendres du cinéma, on va dire. C'est Étrange séduction, alias The Comfort of Strangers, un film de Paul Schrader, un film extrêmement étrange, une espèce, encore une fois, le terme est galvaudé, mais de thriller hitchcockien, on peut dire ça comme ça, mais qui fait penser aussi à d'autres films dont on a déjà parlé, parce que le film se passe à Venise, donc ça peut faire penser notamment à Un nouveau retour n'est pas, dont on avait parlé avec Donald Sutherland et sa permanente. Là, c'est donc Étrange séduction. Donc voilà, c'est un couple formé par Rupert Everett et Natasha Richardson, une actrice qui a disparu très jeune. C'est dur à dire ça. Natasha Richardson. Natasha Richardson, qui était la femme à la ville de Liam Neeson, si je dis pas de bêtises, tout à fait. Et qui a disparu en 2009 à l'âge de 45 ans d'un accident. Voilà, donc elle est disparue très soudainement. Moi, c'était une actrice que j'aimais beaucoup. Je trouve qu'elle
une vraie personnalité. Donc voilà, ce couple Rupert Everett et Natasha Richardson seront à Venise. On sent qu'ils sont pas au bord de la rupture, mais ça va moyen, quoi. Voilà, ils sont un peu là pour se reconstruire à Venise. Ils vont tomber sur un inconnu, joué par l'extraordinaire Christopher Walken. On sent que le mec est louche dès le début, on sent qu'il est un peu glauque, et il va les emmener dans une espèce de méandre assez bizarre entre... On ne sait pas si ça va virer au film de cul ou au polar ou au truc meurtrier. Enfin bref, c'est assez compliqué. La femme de Christopher Walken dans le film, c'est Helen Mirren, donc vraiment un casting qui a de la gueule. Et le film est très étrange. Ça navigue. On a presque l'impression que ça va aller vers le cinéma fantastique. Finalement, pas vraiment. C'est un drame, c'est un thriller, c'est une histoire d'amour, c'est plein de choses à la fois. Moi qui ne suis pas fan du tout de Paul Schrader en tant que réalisateur, je pense que c'est son meilleur film. Qu'est-ce que tu en as pensé, Meryl? Qu'il était tellement occupé à magnifier ses plans qu'il en oublie tout le reste. Et il oublie déjà le rythme. Alors oui, t'as bien fait de parler de Ne vous retournez pas. Parce que oui, on est carrément dedans. 50 minutes de film et enfin, alors que le soleil envahit la pièce, avec des jolis reflets, hein, parce que tu vois, ça brille un petit peu de partout. Il y a vraiment des plans chouettes, hein, là-dedans. Les deux héros se retrouvent à poil dans une chambre et ils sont à la merci de Chris Walken et puis de Helen Mirren. Pendant 50 minutes, il s'est absolument rien passé. Pendant 50 minutes, alors qu'il a tourné à Venise, moi je trouve que il y a des plans, c'est carrément, t'as l'impression que c'est du studio. Tu vois, c'est même les couleurs sont. Il y a des plans extérieurs qui sont super, il y a des plans avec des reliefs qui sont vraiment magnifiques, hein, même. Hein. Mais il y a des tas de plans moi je trouve qui sont pas cool du tout. Bon, les décors sont chouettes, hein, la photo est cool aussi par moment, hein, le film est chouette. Alors en plus, toi, moi, je sais pas toi, mais bon, t'as parlé d'elle, mais lui, Rupert Everett, franchement. Pour moi, tu vois, c'est un acteur, on l'a vite mis de côté. Hein. Bon, c'était un bel acteur dans les années 90, mais bon. Je trouve qu'il a un charme un peu désuet. J'aime bien Rupert Everett, moi. Ouais, je sais pas. Cite-moi, qu'est-ce qu'il a fait ce gars-là, à part le séducteur dans les années 90? Je le trouve excellent en meilleur ami de Julia Roberts dans Le mariage de mon meilleur ami. Justement. Ouais, ben voilà. Je savais que t'allais dire ça, mais voilà, c'est tout. C'est pas seulement... il a fait un film culte pour pas mal de gens, c'est De la Morte de la More, un film d'horreur italien qui plaît. Il y a beaucoup de gens qui adorent ce film. Je ne sais absolument pas de quoi tu parles. Parce que lui, il est quoi, lui, d'origine? Il est anglais. Ah oui, il est anglais, oui. Bon. Ouais. Non, bref, même elle, tu vois, Natasha Richardson, là t'en parlais. Alors, moi je la trouve, moi elle me faisait penser à Heather Locklear, c'est celle qui jouait dans L'homme qui tombe à pic. Autant d'expressions, enfin autant digne, aucune expression quoi. Donc voilà, moi le duo l'a pas fait. Après quand Christopher Walken arrive dans le truc, bah forcément c'est sympa parce qu'il est dans un de ses rôles favoris à jouer, hein, un mec mystérieux. En plus avec sa taille, c'est vachement bien, son ombre et tout ça c'est assez bien utilisé. Hein, je le dis, le film est vachement chouette. Hein. Mais le problème, c'est que voilà, moi l'histoire, je m'emmerde franchement, et en plus je n'y crois pas du tout, du début jusqu'à la fin. Je vais rien révéler pour les gens qui ne l'ont pas vu, mais même la fin, si je pouvais discuter, enfin après c'est pareil, hein, je crois que c'est l'adaptation d'un bouquin aussi, ça je crois. Ouais, tout à fait. Ouais. Enfin, bref. Je ne pense pas que j'irai le bouquin, mais bon. En tout cas, moi, c'est pas voilà, au-delà de voir un film avec des chouettes trucs à voir au niveau cinéma, au niveau plan, au niveau couleur, tu te fais carrément chier. Et la fin, cette espèce de retournement, il n'y a aucun retournement. Pour moi, il y a eu zéro tension dans ce film. En plus, il y a il met un espèce de côté arabisant en utilisant l'architecture de certains endroits, mais surtout en mettant de la zik, des percus. Il y a aussi ce truc, le café uniquement occupé par des hommes. Enfin voilà. Avec la darbouka, tout ça, mais bon, je trouve que ça n'apporte rien de plus au film. Et enfin voilà. Moi qui aime bien les scénars de Schrader, bon. Justement, les scénars, hein, Taxi Driver, Raging Bull et tout ce qui suit, moi, ça m'a franchement déçu. Et je te dis, j'ai vraiment eu l'impression que voilà, il voulait faire son film et il a soigné son film à l'image et il a oublié de soigner le reste. Alors, il a pas du tout signé le scénario hein, dans ce film-là. Paul Schrader, il est uniquement réalisateur. Le film est adapté d'un bouquin de Ian McEwan et en fait, ça a été adapté pour le cinéma par le dramaturge ultra connu Harold Pinter. Donc voilà, en fait, c'est un film où il y a que des grands noms. Il y a Paul Schrader donc à la réalisation, Harold Pinter au scénario, Christopher Walken, Rupert Everett, Helen Mirren, Natasha Richardson au casting, à la musique Angelo Badalamenti, au montage Bill Pankow, à la photo Dante Spinotti. Enfin vraiment, c'est que des noms pas possibles. C'est des noms un peu ronflants pour un film finalement, un tout petit film qui a coûté très peu cher, qui a été montré nulle part, qui n'a fait aucun festival quasiment. En tout cas, je regardais un peu. Vraiment, c'est un film complètement disparu et moi, c'est un film que j'adore. Je l'ai découvert donc encore une fois très jeune et j'avais été complètement fasciné par le côté justement absurde, quasiment vide de ce film-là. C'est que tu as raison de le dire, hein, c'est quand même c'est un film quasiment
lynchéen, pour le Oui. coup, parce que ça parle de pas grand-chose, ça joue énormément sur l'atmosphère, ça te fait croire que, et finalement rien. Bref, moi, c'est le genre de film où j'adore me perdre, en fait. C'est des films un peu dédales, un peu labyrinthiques. J'adore ça. C'est limite, je sais pas, du Hansel et Gretel avec Christopher Walken qui jouerait la méchante sorcière, quoi. Mhm. Voilà, il y a un peu de ça. Et je trouve que Walken, moi, je me rappelle très précisément du souvenir que j'en ai du premier visionnage, parce que j'ai dû le voir, tu sais, à l'époque où ça c'était sorti en VHS, et je pense qu'on avait loué ça en pensant que ce serait un truc un peu de cul, tu vois, avec un copain. Tu Ouais. vois, on avait dû se faire une petite frayeur en se disant, on va louer un truc un peu érotique et tout ça, machin. Et en fait, je me rappelle que bon, le film est à 0,03% érotique, donc c'est rien du tout. Mais voilà, on n'en avait pas eu pour notre argent à ce niveau-là, alors qu'on avait genre 8-9 ans. On voulait, voilà, en se disant, on va louer un truc interdit aux moins de 12 ans, on va pas se faire gauler, tout ça. Finalement, c'est un film bien moins bizarre que ça. En fait, c'est Walken qui apporte la bizarrerie au film. Il a une réplique dans le film où je vais la faire en VO, mais à chaque fois, il démarre toutes ses histoires par My Father has a black moustache. Enfin, tu vois, il raconte la vie de son père en me disant qu'il avait une grosse moustache, tout ça. Et en fait, le mec démarre à chaque fois ses histoires comme ça, Ah non, que ce mais soit voilà, devant c'est le pitch du truc, hein, de toute façon. Mais oui, moi, Oui, oui. Je pense que quand je parlais de Ne vous retournez pas, Shredder, à mon avis, adore ce film parce qu'il y a vraiment des gros clins d'œil ouais, c'est à un Ne vous hommage, hein. retournez pas. Ah oui, Oui, c'est un- c'est quasi un hommage. Voilà, moi j'aime tout, des couleurs au décor. J'adore les cinégénies de Venise. J'adore ça. Et je trouve que c'est vraiment un film étonnant, encore une fois, un film oublié. Le podcast Un César pour Meryl sert aussi à ça. Alors, des fois, on parle Exactement. de Predator, de Point Break, mais on peut aussi parler de Ce cher intrus et de Étrange séduction. Voilà, c'était le quatrième de ce top. Je savais, Meryl, je me doutais que ça ne t'emballerait pas quand je l'avais mis dans le top, hein. Ça aurait pu être une surprise. Ça aurait pu être une surprise. Bon, Ce cher intrus, ça t'a plu, a priori. Ah oui, oui, C'est déjà oui. ça. Oui, oui, carrément. On va attaquer le top 3. Le top 1991, les 3 premières places en numéro 3. Alors là, c'est un vrai film populaire, pour le coup, qui a fait un beau succès à l'époque en France. Une comédie sociale, une comédie dramatique, mais une comédie malgré tout. Une époque formidable, un film de Gérard Jugnot, avec Richard Bohringer, avec Chick Ortega, avec Tiki Olgado, avec Victoria Abril. Et voilà, ce film, à l'époque, avait fait beaucoup parler, parce que ça parlait du problème, en tout cas du fait social, du nombre de SDF en France qui grossissait petit à petit. Et puis, voilà, des gens qui se faisaient limoger du jour au lendemain et qui se retrouvaient à la rue. Là, c'est vraiment le cas, parce que voilà, Jugnot joue Berthier, donc un espèce de petit cadre qui se retrouve au chômage du jour au lendemain. Il pense pouvoir retrouver un poste facilement, finalement non. Et il se retrouve du jour au lendemain viré par sa femme à la rue, à devoir côtoyer des espèces de clochards célestes qui hurlent et qui boivent du vin en philosophant. Voilà, moi, c'est un film que j'ai toujours adoré. C'est un film que j'ai découvert très jeune aussi. Une comédie que j'adorais. Quand j'étais petit, je disais toujours que c'était l'un de mes films préférés. Alors aujourd'hui, bon, j'en ai vu plus. Donc, c'est peut-être plus dans mes films préférés, dans mon top 100. Mais en tout cas, j'adore ce film. Je trouve ça plein d'humanité. Je trouve ça brillant au niveau du scénario. C'est brillamment dialogué également. C'est super bien joué. La musique est top. Bref, je te laisse en parler un peu en détail, Meryl. Ben moi, pour moi, c'est un film un peu particulier parce que je l'ai vu. Alors, je l'ai pas vu au cinéma, je l'ai vu à la télé. Ouais. Et puis, je me souviens du générique de fin. Et après, j'ai paumé 3 semaines de ma vie. Je suis tombé dans le coma parce que j'ai fait une méningite. Donc, tu vois, c'est un peu un Ah, film assez particulier pour moi. ah merde. Et je l'ai pas revu depuis. Je l'avais pas revu. D'accord. Tu Euh, peux retomber dans les pommes, du coup. non, non, pas du tout. Ça va, je suis encore là. Bon. Donc, je l'ai revu là. Bon, je l'ai revu là, non, c'est une très très bonne comédie. Alors, tu disais un gros succès, ouais, ça fait 1,5 million. Hein, on parle quand même de Junio, hein, tu vois, donc... Mais pour un film qui parle des SDF, c'est beau. Oui, 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 mais c'est surtout le truc, c'est que c'est un des films qui est cité parmi les plus vus à la télévision. Hein. 13 millions, Ouais. ils ont fait en un soir de novembre 93. Donc, tu C'est vois, vrai. je Je pense que c'est là que je l'ai enregistré. Ouais, ouais, bah toi, c'est. Alors, novembre 93, oui, ben voilà, bah écoute, très bien. En novembre 93, j'ai fait une méningite, alors, il n'y a pas de souci. Mais voilà. Putain. Alors déjà, on peut saluer le père Junio qui change encore de registre. Ouais. Alors même si toi, t'as pas aimé le dernier film de Junio dont on a parlé, voilà, en tout cas, ça changeait encore de registre. Là, il part dans la comédie dramatique, hein, quand même, et puis il choisit un sujet de société. Tu l'as dit, super quatuor d'acteurs. Un des meilleurs rôles, et pour moi, le meilleur rôle de Bohringer avec peut-être le truc avec Anémone, là, Le Grand Chemin. Le Grand Chemin. Tu vois, Je suis totalement d'accord avec toi. Pour moi, c'est ses 2 meilleurs rôles. ouais, ouais, ouais. Tiki Olgado, mais de toute façon, Tiki Olgado est parfait tout le temps. Il joue Crayon. Il joue Crayon là-dedans, mais il est aussi génial que, tu sais, que dans le film avec Chabat, avec Victoria Abril. Il est aussi génial que Gazon dans... maudit. Ouais, voilà, il est aussi génial que dans Amélie Poulain, je crois, tu sais.
avec cette fameuse scène où il y a 4 fois sa tronche sur une photo, puis ils se parlent les uns avec les autres là. Ouais. Enfin, je crois que ça te fait pas trop kiffer. Enfin bon, bref, attends, pardon, je m'égare. Voilà, c'est vraiment super bien servi. Alors, Chic Ortega, le mec que j'avais carrément oublié, que sa tronche de malade mental. Alors moi, ce mec-là, je l'ai vu nulle part ailleurs que dans Doberman. Puis bon, j'ai regardé sa filmo, oui, il a pas fait grand-chose. Il joue Mimosa, Oui, il joue Mimosa, voilà. Ouais. avec cette réplique qui dit il s'appelait Mimosa, comme les fleurs, non, comme les œufs. Exactement. Et puis voilà, Victoria April, hein, c'est son genre de rôle à elle aussi, de toute façon, à Victoria April, la femme soit un petit peu trompée, soit... Enfin voilà, donc elle est Déçue. Ouais, voilà, déçue, oui, on peut dire ça. Ouais. Tu ris, mais bon, c'est pas non plus... c'est pas les bronzés, c'est pas tout ça, quoi. C'est pas un gars toutes les 3 minutes, quoi. Il y a des grosses scènes, mais c'est quand même très, très dramatique. Faut quand même le dire, et c'est une bonne chose, hein, parce que le film part d'un sujet grave, et moi je trouve que justement Junio il traite ça presque avec un peu de légèreté. Il y a quand même un côté assez réaliste au film, donc tu regardes le truc concerné, hein, ça peut arriver à n'importe qui de se retrouver à la rue du jour au lendemain comme ça, hein. Et du coup voilà, même si il évite pas certains clichés, hein, il joue pas mal quand même, il arrive quand même à jouer pas mal sur l'émotion et la tendresse, tu vois, c'est pas caricatural. Moi j'avais vraiment l'impression, moi ça m'est déjà arrivé, tu sais, d'aller jouer de la guitare dans des squats ou des trucs comme ça, j'avais vraiment l'impression enfin j'étais pas perdu, quoi, ça ne m'étonnait pas ce que je voyais. Bon, il y a peut-être tu vois, les gares maintenant qu'on doit plus, les stations de métro, pardon, ou les gares, ouais, qu'on doit plus ouvrir maintenant, tu sais, pour les SDF la nuit. Mais sinon, ça a pas trop vieilli de ce côté-là non plus, je pense. Et puis bon, voilà, il y a aussi la super chanson. Moi, je suis pas fan de Cabrel pourtant, mais sa chanson là, alors, Tôt ou tard s'en aller, je sais pas si c'est ce qu'il dit, je sais pas si c'est le titre, avec ses C'est solos. ça, ouais. Ouais, c'est ça, ouais, avec les solos de Bottleneck mélancoliques, elle colle, mais parfaitement au film, quoi. Elle te donne une ambiance. C'est quand même pas banal qu'il y ait Francis Cabrel qui fasse la BO, quoi. Non, ouais, franchement, la chanson en plus, le côté mélancolique du Bottleneck colle nickel, quoi. Tôt ou tard s'en aller par les ruisseaux devant nous jusqu'au milieu d'une mer quelconque sur le pont brisé d'une jonque on va tôt ou tard s'en aller. Donc pour le 4e film de Junio, moi je pense qu'il a fait son plus, je sais pas si c'est son meilleur, mais c'est son plus abouti. Parce que c'était son plus risqué et c'est son plus, moi je trouve que c'est son plus abouti, et c'est un film qui est quand tu dis Junio, c'est un film qui est souvent cité de toute façon. Tu vois, c'est un film, c'est populaire en fait. Même si ça a fait qu'1,5 million, c'est vraiment un film qui est... Ouais. Non, mais c'est un film qui a beaucoup marqué les gens, et je pense que dans un sens comme dans l'autre, c'est un film qui marque, et c'est un film qui est culte. Ouais. Alors, je regardais aussi le casting, parce qu'il a soigné le casting au niveau des second rôles. Oui. Je regardais un peu toute la fiche du casting. Patrick Timsit, hein, notamment, Michel Larocque, Franck de la Personne, Chantal Latsou, Laurent Gamelon, voilà, Zabou Bretman, Charlotte de Turckheim. C'est quand même des acteurs et des actrices qu'on aime retrouver, en tout cas. Il y a un acteur aussi que j'aime bien, moi, que Junio a employé parfois, qui s'appelle Eric Pratt, qui joue, tu sais, son ancien directeur dans son usine de matelas, là, Ouais, qui s'appelle Malakian dans le film, et qui a toujours cette tête d'enfoiré, voilà, qui est toujours un peu le traître. D'ailleurs, excellente scène du film, hein, où ils vont dans l'usine de literie pour dormir dans des lits pas possibles. Ça c'est vraiment génial. Oui. Moi, voilà, c'est un film qui m'a toujours beaucoup touché. Et effectivement, comme tu le dis, c'est vrai qu'on rit pas aux éclats, mais il y a quand même des rires dus notamment à Chic Ortega et à Boringer qui fait ce rire, cette espèce d'exclamation qu'on l'entend faire. Voilà. Bah, il fait tout le temps ça, lui, par contre. Hein, mais oui. Après, ce que tu dis aussi, oui, il y a des bonnes punchlines, hein, de toute façon. Je te coupe juste 3 secondes, mais tu sais, j'en avais noté une ou deux. Moi, il y a Charlotte de Turckheim, tu sais, qui est prostituée dans un garage, qui garde le mec, qui dit allez Mamadou, fais voir ton gris, ou un truc comme toi. Il y a des trucs qui sont ça, mais qui. Ou alors, tiens, voilà l'autre qui refait sa route du Rhum avec Tukio Gado. Il y a quelques phrases qui, justement, te font rigoler comme toi. C'est un film sur un sujet grave, c'est très dramatique, mais il y a de la légèreté, il y a de l'humour, donc ça reste, quoi. Quand Tiki Olgado a trouvé un boulot, qu'il est gardien de tour, tu sais, Ouais. les gardiens et puis qu'ils vont tout en haut pour pisser, tout en haut sur les gens, ils vont tout en haut de la tour pisser, ça j'aime bien. Puis toute la scène finale
avec la valise, avec juste une pomme à l'intérieur de Junio, cette scène-là, moi, Ouais. à chaque fois que je la regardais quand j'étais gamin, je pleurais Ah ouais, en ouais. me disant oh, c'est tellement triste, c'est tellement pathétique en fait, mais c'est vraiment une chouette fin, je trouve. C'est assez beau. En fait, ça ouvre l'espoir, mais tu vois, c'est pas cucu. Enfin, je sais pas, il a réussi vraiment un truc ténu parce que ça aurait pu être soit complètement cucu, soit complètement nul comme film de limite, on aurait dit on rit des SDF, alors que là, vraiment, pour le coup, moi, je trouve que c'est l'anti-Tuche, c'est l'anti-Philippe Ah Lachaud, oui. quoi. C'est vraiment rire de la société comme elle est, avec des gens comme ils sont, et pas les regardant du dessus. Je trouve que voilà, Junio à l'époque avait vraiment cet œil-là, comme dans Pinot, comme dans Scout toujours, Jamais, à il est être jamais, dans les gens. ouais, ouais, jamais caricatural, de toute façon, dans ces films et les sujets Exactement. qu'il traite. Ouais, ouais, pardon. Ce qu'on peut dire, voilà, c'est que c'est un killer, Berthier, comme il dit dans le manège. C'est un killer, Bert, c'est un killer, killer, c'est un killer, killer, c'est un killer, c'est un killer. Écoute, Meryl, on va quitter une époque formidable là-dessus. C'est un film qu'on adore tous les deux, on le conseille à tout le monde. Voilà, c'est un grand, grand film français populaire. On va retourner vers le cinéma américain. Alors là, on n'en a pas parlé ensemble, mais je doute de ton amour pour ce film, vu que c'est un peu tout ce que tu n'aimes pas généralement. C'est Barton Fink. Voilà, un film des frères Cohen. Alors pourtant, tu adores les frères Cohen, hein, je le sais, on en a déjà parlé mille et une fois ensemble. On avait adoré Arizona Junior, on adorera Big Lebowski. Mais Barton Fink, c'est vrai que c'est leur film le plus polanskien au sens propre du terme, c'est-à-dire que c'est un film qui ressemble beaucoup à des obsessions de Roman Polanski qu'il a pu mettre notamment dans Le Locataire, qui est un film que tu n'avais pas trop aimé à l'époque, moi que j'adore. Et Barton Fink, c'est un film que j'adore, je trouve ça absolument génial, absolument brillant. Je l'ai vu très jeune aussi, mais ça m'avait beaucoup impacté, et je l'ai revu récemment, et je trouve ça toujours aussi brillant. Alors ça avait eu la Palme d'Or à l'époque, ça avait fait un tollé pas possible, parce que le président du Festival de Cannes cette année-là, c'est Roman Polanski, et il leur file 3 prix, il leur file la Palme d'Or, meilleur acteur et meilleur réalisateur pour les frères Cohen. Et à partir de ce moment-là, Gilles Jacob, qui était le directeur du Festival de Cannes, avait dit vous ne pourrez plus donner des prix majeurs au même film. C'est trop facile sinon de tout donner au même film. Donc voilà, Polanski, lui, il avait dit Barton Fink, pour moi, il n'y a que ce film-là, forcément, puisque ça ressemble à son cinéma. Donc il avait forcément adoré. Comment résumer l'histoire? C'est assez compliqué. C'est un espèce d'écrivain, voilà, un espèce de scénariste qui vient de New York jusqu'en Californie pour écrire des scénarios de films. Et on lui propose de faire un film de catch, d'écrire un film de catch. Et en fait, ce mec-là va découvrir un peu l'industrie hollywoodienne. Il va être mis dans une chambre d'hôtel extrêmement bizarre où il y a des phénomènes étranges avec un voisin qui est joué par John Goodman, très bizarre. Le héros, c'est John Turturro. Il y a aussi Judy Davis au casting, Michael Lerner, Tony Shalhoub. Enfin voilà, pas mal d'acteurs qu'on verra souvent chez les Cohen. Steve Buscemi, John Polito. Moi, c'est un film que je trouve brillant, c'est un film d'atmosphère, c'est un film de scénario, c'est un film d'acteur, c'est un film de réalisateur. Je trouve qu'il y a tous les éléments du cinéma y sont. C'est un beau film, c'est un film brillant. Qu'est-ce que tu en as pensé, Meryl? C'est un film que j'apprécie parce qu'il y a tout ce que tu viens de dire. Donc, si t'aimes les Cohen, il y a déjà une super direction d'acteur et le duo Turturro-Goodman est super là-dedans. Goodman, moi je trouve que ça y est là, tu vois, il est en pleine possession de ses moyens. Ça y est, Ah oui, là, il est au top là. c'est le Goodman qu'on va avoir pour la décennie qui va arriver quoi. Turturro qui a pas fait des 100 et des 1000 en plus comme film là, il est super là-dedans, il est vraiment là, il a la tête bizarre qu'il a en plus enfin il est vraiment parfait dans son rôle. Mais il sortait de chez Spike Lee hein, là, à cette époque-là. Ouais, tu vois, ouais, bon, qui avait marché, hein, mais ça m'étonne pas parce que il a une gueule, de toute façon, ce mec-là, et voilà, comme tu l'as dit, de toute façon, le cinéma des Cohen, il s'articule autour de gueule, quoi. Je sais pas si les mecs écrivent pour les acteurs, parce que là peut-être pas, parce que bon, mais en tout cas, les mecs écrivent et après ils choisissent des acteurs avec des gueules qui ont en conséquence du scénar, quoi. Ça Ils se reprennent ressent. toujours les mêmes. Et puis ils reprennent toujours les mêmes. Ce que j'ai dit, de toute façon, là, ce que tu viens de dire, là, avec du coup Steve Buscemi, tu as pratiquement parlé de toute la famille des frères Cohen. Tu vois, il y en a Ouais. peut-être d'autres qui viendront et qui resteront pas, mais en tout cas, Buscemi, lui, sera là souvent. T'as pas parlé non plus de Michael Lerner. Alors, lui, il joue Jack Lipnick, qui est le prod de Capitol, qui est vraiment excellent dans le rôle. Un peu Excellent. caricatural, mais vraiment excellent. Et c'est rigolo parce qu'en fait, il a failli avoir l'Oscar du meilleur second rôle et qui lui a piqué, c'est Jack Palance, quoi. Ouais, Donc ça, pour c'est- l'ami, l'amour et vache. voilà. Alors après, il y a aussi Judy Davis qui est géniale. Franchement, c'est que Ouais. alors, moi, je la trouvais. Je sais que c'est pas un film qui te plaît beaucoup, mais moi, je la trouve déjà géniale avec Jen Ackman dans les pleins pouvoirs d'Eastwood. Enfin voilà, c'est très appuyé. Tu vois, elle a vraiment un visage particulier, hein. Ça colle vraiment, tu sais, à l'aspect film noir du long métrage, hein, parce que. Elle c'est est, elle est à la clairement fois ça, quoi. très belle, très mystérieuse et presque glaciale, quoi. Ouais, exactement, ouais.
Ouais. Bon, après, il y a aussi John Mahoney, hein, tu vois, qui est un mec, je sais jamais le citer, mais c'est un mec qui tu vois partout, qui joue les flics ou les directeurs, ou tu vois, et qu'on va revoir dans Le Grand Saut d'ailleurs, tiens, ouais, des Cohen. Je pense que il faudrait que je le revoie peut-être pour vraiment dire j'adore ce film. Parce que je sais que ça C'est la m'a. première fois que tu le voyais là? Ouais, c'était la première fois. Ah, Je, d'accord. je le connaissais parce que j'avais à l'époque aussi entendu parler, enfin j'avais vu le foin qu'il avait fait à Cannes, donc j'en Ouais. avais entendu un petit peu parler, mais ouais, j'étais carrément passé à côté et du coup j'avais jamais vu. Euh, Bon, il y a des thèmes qui sont chouettes hein, là-dedans. En fait, le thème principal, c'est quoi? C'est la peur de la page blanche, quoi. Surtout que lui, il voulait pas y aller. Lui, il voulait rester et continuer. En fait, c'est ça. C'est que je reproche au film ce que je reproche à tous ces films qui finissent un petit peu toujours en impasse. Parce que c'est un petit peu ça, finalement, ce truc-là. C'est que du mystère, c'est que de la rêverie. C'est pour ça que je disais en préambule que t'aimes pas trop Ouais, ce genre de ouais. film là, toi, Du coup, généralement. moi, je me dis que toi, c'était surtout. Ouais, sinon, en deux phrases, on peut peut-être toi résumer le film. Je me cherchais une idée et je me disais que c'était peut-être un film pour parler un peu de tous ces auteurs de théâtre qui sont passés au cinéma puis puis voilà, qui ont un petit peu lissé leur écriture. Tu vois, c'est ce que je me disais. Voilà. Vendu leur âme au diable, quasiment. Voilà, c'est ça, ouais. Parce que sinon, Mm. c'est un peu du cinéma, tu vois, du cinéma pour le cinéma, du coup. Tu vois, ça Ah fait oui, ça. totalement. C'est du C'est, cinéma pour cinéphiles, ouais. Ouais, bah, merci. C'est un peu du, pardon, c'est un peu du cinéma pour cinéphile. Bon, c'est super à voir, c'est chouette à voir, c'est un film qu'il faut regarder et qu'il faut avoir vu, ne serait-ce que pour, enfin, je suis pas sûr que ce soit un film si important que ça dans la carrière des Cohen, tu vois. C'est le, tu Ah bah vois, si, parce que c'est vraiment c'est leur entrée, c'est peut-être pas leur entrée, en tout cas, c'est leur reconnaissance mondiale ouais, oui, par la clique cinéphile, justement. ouais, Parce mais que Arizona Junior avait été adoré, mais de façon légère. Là, il rentre en plein pied, même si il y avait aussi, attends, j'ai un trou de mémoire sur le Blood Simple, ouais. 100% avait été bien aimé. Là, c'est vraiment leur entrée légitime. Tu vois, Cannes, ils défoncent tout. Enfin, tout le monde les adore du jour au lendemain. Ouais, je voulais pas dire au niveau popularité, ouais, bien sûr, hein, mais je voulais dire surtout, tu sais, dans leur façon de, enfin, dans leur réal. Tu vois, j'aurais du mal à trouver une équivalence après dans leur carrière. J'ai pas tout vu, hein, mais même dans les sérieux, genre No Country for All Men ou des choses comme ça, on n'est pas du tout là-dedans. Tu vois, dans Barton Fink, il y a un côté un peu, comment dire, paranormal, mais pas paranormal, mais tu sais, les tapisseries qui se décollent, gluantes, tout ça, Oui, oui. que je retrouve pas dans l'autre film, tu vois. C'est leur film Polanski. Hein. Ouais, voilà. Ouais, C'est- ouais, Il n'y a exactement. pas d'autre terme, je crois. Ouais, ouais, Je pense qu'ils ont adoré Répulsion, Cul-de-sac, Le Locataire. Ils ont adoré le cinéma de Polanski. Ils ont voulu faire leur film à la Polanski. Bon, en y injectant beaucoup plus d'humour. Parce que Oui. Polanski est quand même assez dénué d'humour dans la plupart de ses films. Et voilà, il y a des obsessions comme. Ben voilà, tu l'as dit, cette tapisserie qui se décolle, ça fait très Polanski. Oui. Ce voisin complètement fou, dont on ne sait s'il est tueur en série ou sympathique ou voilà. Joué par John Goodman. Ce carton avec est-ce qu'il y a une tête dedans ou est-ce qu'il y a. Enfin, on ne sait pas trop. Cette obsession pour le tableau avec la nana sur la plage qu'il voit à la fin. Enfin bref, il y a tout un mélange entre la rêverie, le scénario, le cinéma ou le cauchemar. Enfin bref, il y a tout un truc comme ça. C'est pour ça que c'est un film très dur à définir. On ne sait même pas s'il faut en définir comme une comédie, comme un film d'horreur. Enfin, c'est très délicat à définir. Oui, et puis en plus, c'est aussi un film de. Tu sais, c'est un film de bruit. Moi, parce que, Ouais. y a des grincements de lits, de chaises, toi, et la sonnerie du room. Enfin, il y a tout le temps, tu sais, lui, il flippe des moustiques, il y a des courants d'air partout, puis bon, cette fameuse tapisserie qui se décolle. Voilà, je ne nie pas que l'atmosphère est réussie. Hein, toi, il y a vraiment une atmosphère oppressante dans le film, il n'y a pas de souci. Je ne nie pas non plus que les acteurs sont vraiment géniaux. Hein, même toi, Goodman, je te dis, moi là-dedans, je le retrouve vraiment. C'est vraiment le Goodman qu'on va connaître après. Je n'ai pas en plus que c'est très très bien écrit parce que il n'y a pas de problème ni de rythme ni quoi que ce soit. Hein. Du début à la fin, tu as envie de savoir. Hein, tu vois, t'as envie de savoir et tu es un peu déçu à la fin parce que tu sais pas ce que tu avais envie de savoir. Mais voilà. Mais voilà, le film est vraiment chouette à regarder. Il y a quelques phrases qui me plaisent bien. Genre, tu sais, quand Charlie Windows lui demande s'il veut du lubrifiant mandat en parlant du whisky. Tu vois, vraiment l'époque, l'ambiance, tout ça, c'est bien réussi. John Goodman est doublé par Sadi Rebo, qui est un acteur dont je suis la seule personne en France et peut-être au monde à me souvenir, qui a officié dans une série qui s'appelle Papa Poule. Chaque fois je te la sors celle-là et tu te fous de ma gueule. C'est vrai. C'est vrai. Donc, Papa Poule. je ne pouvais pas la laisser passer. On l'a peut-être pas précisé, mais le film se passe dans les années 40-50. Oui. Enfin, si Ouais, je ouais. dis pas de bêtises. Oui, on l'a pas dit. Mais Non, on l'a pas dit. d'où le film. Voilà, d'où le film de catch qui était un genre. Oui. Bon, il y a eu 3 exemples de films de catch, hein, mais là dans le film ils te font comme si c'était vraiment le
le carton de l'époque. Faites des films de catch, il y a que ça qui marche. Bon, voilà, moi je trouve que c'est un chef-d'œuvre. Barton Fink, il y en aura d'autres qui vont émailler la carrière des Cohen. C'est vraiment des grands réalisateurs de l'époque moderne. Ils font partie des tout meilleurs, hein, ça c'est clair et net. Ah, oui. Et je trouve que Barton Fink est dans leur top 3, en tout cas pour moi. Faut rappeler aussi, ils sont toujours entourés d'une équipe de ouf. Bon, on a parlé des acteurs, bien évidemment, leur clique qui est toujours là. À la musique, Carter Burwell. À la photo, Roger Dickens. Voilà, c'est leur bande. C'est eux qui apportent aussi ce cachet si propre au Cohen, voilà, qui est une espèce de qualité totale, quoi. J'ai l'impression que quand ils veulent réussir leur film, c'est parfait de A à Z. Et là, dans ce film-là, il n'y a pas un plan qui dépasse, il n'y a pas un acteur mauvais. C'est parfait, quoi. C'est du grand cinéma. Moi, je trouve ça bien de pas trop en déflorer parce que ça a vraiment un mystère. Barton Fink, c'est un film à voir. C'est un film où il faut pas spoiler, parce qu'en fait, c'est même inspoilable. Mais voilà, laissez-vous rentrer. C'est un peu comme l'échelle de Jacob tout à l'heure. C'est des films qui ne ressemblent qu'à eux. Et je trouve que, tu vois, en revoyant les films de cette année 91, c'était il y a 30 ans, je me dis, il y avait vraiment comme ça des exemples, des prototypes, Barton Fink, l'échelle de Jacob, ou d'autres dont on a parlé tout à l'heure, qui font que, voilà, c'était des films qui collaient à quelque chose qui n'existe plus aujourd'hui. Aujourd'hui, on a l'impression de voir des produits un peu manufacturés. On se dit, ah bah tiens, ça j'ai déjà vu, ça je connais par cœur, ah bah tiens, ça ressemble un peu vaguement à machin. Là, c'était vraiment des trucs, des prototypes. Voilà. Oui, c'est ça, carrément. Misery en faisait partie aussi, Rush en faisait partie aussi. Voilà, on va finir avec le top 1, le meilleur film de cette année. Alors, encore une fois, c'est le meilleur film, selon moi, de 1991. C'est à Ridley Scott. Qui l'eût cru? Moi qui n'aime pas du tout ce réalisateur, c'est Thelma et Louise, qui est pour moi le chef-d'œuvre absolu de Ridley Scott. N'aimant pas la science-fiction et n'aimant pas les aliens, voilà, c'est un réalisateur dont je n'ai jamais aimé les films cultes, sauf Thelma et Louise, qui est pour moi un chef-d'œuvre absolu. Un film que j'ai vu à l'époque. Je l'ai vu quasiment, je l'ai vu l'année d'après en VHS, donc 92, et je l'ai vu tout au long de ma vie. Donc c'est un film que j'ai dû voir à peu près 10 fois. Je suis complètement fou de Thelma et Louise, et je l'ai revu là, il y a, on va dire, moins d'un an, en sachant que le podcast aurait lieu un jour. Donc voilà, je m'étais dit, je pensais que j'allais le revoir juste avant, mais là, ça a été vraiment frais dans ma tête. Et j'ai regardé avec 3 ou 4 personnes, et tout le monde s'est accordé. On s'est tous dit, mais quel chef-d'œuvre, quoi. C'est vraiment un film qui ne vieillit pas. Que ce soit sur ces thématiques, hein, on est en pleine révolution féministe aujourd'hui, voilà, avec la volonté de mettre des femmes fortes à la tête des films, de faire des scénarios forts écrits par des femmes. C'est le cas pour Thelma et Louise, avec 2 actrices très fortes, des rôles forts, une scénariste féminine très forte. Et donc Thelma et Louise, c'est un film qui, je trouve, qui réussit sur tous les tableaux, que ce soit sur le scénario, sur la réalisation, sur les actrices, sur les couleurs, sur la musique. Tout est parfait, un casting extraordinaire pour raconter donc l'histoire de ces 2 nanas qui décident de se taper un week-end, voilà, toutes les 2 entre copines, de se faire un peu plaisir. Il y en a une qui a un mari très chiant et l'autre qui est en train de se séparer d'un mec plutôt sympathique pour le coup. Et voilà, celle qui a le mari très chiant a envie de faire la fête. Elles partent toutes les 2, arrivées dans un premier bar. Elle tombe sur une espèce d'énorme connard qui va violer donc celle qui avait envie de faire la fête, Gina Davis en l'occurrence. Et sa copine, Susan Sarandon, va abattre ce type. Et donc, elles vont être en cavale, cherchées par la police, notamment par Harvey Keitel, qui est extraordinaire. Et elles vont faire des rencontres dingues, notamment celle de Brad Pitt en cow-boy à moitié à poil. Voilà, c'est un film génialissime. J'ai l'impression que tout le monde a vu Thelma et Louise. Qu'est-ce que tu peux en dire, Meryl? Est-ce que pour toi, c'est un vrai film culte? Ouais, un vrai film culte, c'est même pire encore parce que c'est vraiment devenu une référence, quoi. Quand tu parles de buddy movie avec une nana voilà, c'est tout de suite on pense à ça. Et c'est même moi je pense même que en tout cas Suzanne Sarandon aura du mal tout au long de sa carrière à se défaire de ce film-là. Ça va lui coller à la peau juste pour le restant de sa carrière. Alors que moi je suis pas d'accord. Ah, c'est vrai? Il y a la dernière marche qui arrive 2 ans après. C'est ce que j'allais te dire, tu vois, elle fait la dernière marche 2 ans après, et puis après, elle fait pas mal de télé par la suite. Hein. Mais bon, en tout cas... elle a fait beaucoup de cinéma aussi. Ouais. Oui. En tout cas, bon, voilà, les 2 actrices, Jenna Davis, elle est en plein boom là-dedans. C'est la reine du game, Jenna Davis, à cette époque-là. Puis moi, c'est l'une de mes actrices préférées. Quel dommage que sa carrière se soit arrêtée quelques années après, finalement. Mais elle est vraiment extraordinaire, quoi. Ouais, je suis d'accord, ouais. Je sais pas, tu vois, si moi je mettrais chef-d'œuvre dessus. C'est un bonbon un peu ce film-là, tu vois. C'est quand même léger, tu vois. Mais c'est bien, c'est très bien fait. C'est vraiment très très bien fait. C'est très très bien interprété. C'est fun. Ça a toutes les qualités d'un bon movie, d'un bon buddy movie des 90, quoi. Ça c'est clair. C'est devenu un classique de toute façon. Et puis, tu vois, à l'époque, Ridley Scott, c'est toujours bon, hein, tu sais, d'avoir un succès pour un film beaucoup moins ambitieux que d'habitude, parce que il sort de Black Rain. On en pense qu'on en pense, mais ça a été un gros succès en salle.
Mais Black Rain, un gros succès, je pense pas. Hein. j'ai noté que c'était un gros succès, moi. Mais bon, en tout cas, il sort d'Alien et il sort de Blade Runner. Alors, Blade Runner, ça a pas été ça a pas fait ce que ça aurait dû faire, mais tu vois, je pense que là, Ridley Scott, il a presque tout réussi. Dis-moi pour Black Rain, mais je crois que ça a pas mal marché. Ouais, toi, tu as raison. 30 millions de budget, 134 millions autant pour moi. Donc, tu vois, je crois que c'était un bide. Je pense que lui, là, il arrive à un point où il peut faire n'importe quoi et il fait ce qu'il veut, quoi. Ça, c'est... Et du coup, c'est là que ça va commencer à merder pour moi. Tu vois, parce que après, à part les associés, tous les films qu'il va faire, il va faire des films un petit peu... il va reprendre des grands films et il va les faire à sa sauce en disant non mais je vais vous montrer comment ça doit être fait, ça, tu vois, Gangster, Gladiator, Mensonge d'État, enfin voilà. Du coup, c'était juste pour parler un petit peu, tu vois, pour moi peut-être ce film-là, j'aime bien les associer, hein, puis, mais tu vois, ce film-là, c'est peut-être son dernier vrai bon film en fait. Pour moi, c'est son chef-d'œuvre. C'est le meilleur film de sa carrière, selon moi. Et après, effectivement, je mets en deux les associés. Ouais. Et pour moi, son autre bon film. Ouais. Puis alors là, maintenant, c'est terrible, hein, parce que voilà, il pourrit Alien et il pourrit sa carrière, de toute façon. Thelma et Louise, c'est 16 millions de budget, donc un tout petit budget. Et moi qui étais persuadé que ça avait été un énorme carton, 45 millions de recettes, finalement. Donc, un succès, certes, ça triple le budget, mais tu vois, moi à l'époque, j'avais l'impression qu'en France, quand c'était sorti, ça avait été un raz-de-marée. Finalement, pas tant que ça. Non, mais alors, tu vois, certainement, comme alors, pas un break, je sais pas, mais c'est vraiment devenu un truc dans la pop culture, et puis voilà, c'est reconnu, quoi. Tu vois, c'est limite Thelma et Louise, c'est une marque déposée presque. Tu vois, c'est. Les mots Thelma et Louise, oui, maintenant tout le monde, ça a marqué à vie, ouais. Tu leur dis Harvey Keitel est super là-dedans. C'est Harvey Keitel, c'est le grand flic qu'on connaît, mais enfin voilà, moi je le trouve sympa, moi, là-dedans. Tu vois, il est vraiment sympa, il est génial. Il est professionnel et sympa. Donc, c'est un mec humain, un flic humain. Ouais, c'est ça, voilà. Ouais. Et puis bon, voilà, il y a la sale tronche de Christopher McDonald, tu vois, qui est bien, hein, du coup, tu vois, c'est qui est le parfait. vrai connard, le mari de Gina Davis, qui est un enculé de première. Voilà. Mais voilà, moi c'est un bon film. Je peux pas en dire des caisses parce que c'est pas non plus un de mes favoris. Tu vois, je sais même pas s'il est dans mon classement. Mais c'est pas un film dont je peux dire du mal parce que je sais pas si on peut dire du mal de ce film-là. Il est bien fait, il est bien joué, le sujet est sympa, c'est fun, la fin est super cool. Mais tu veux même mieux en parler. Tu vois, pour moi, c'est vraiment un chef-d'œuvre. C'est tout ce que j'aime en fait dans le cinéma, c'est-à-dire que ça parle de choses que je trouve géniales. C'est bien de montrer ces deux nanas qui sont pleines de vie, qui ont envie de se faire plaisir. C'est les mecs qui leur cassent leur délire alors qu'elles sont là à se marrer, elles demandent rien à personne. Il y a un espèce de connard qui va les faire chier et puis leur pourrir la vie. Elles sont obligées de s'en débarrasser et après, elles se disent moi, c'est ça que j'adore dans ce film-là, c'est l'envie de liberté, quoi. C'est bon, on va être en cavale, tous les flics vont nous rechercher, mais on s'en fout. On vit, on baise, on profite, on s'amuse, on rigole, on tire avec un flingue. Je trouve ça génial. Moi, c'est vraiment un film où je trouve qu'il donne envie de vivre. Vraiment au sens propre, génialissime, je trouve là-dedans Michael Madsen, on en a pas parlé, oui, c'est vrai, tiens. Qui joue le mec de Susan Sarandon, qui est le seul. Bah non, Marc Harvey Keitel, tu as raison aussi, parce que sinon tous les mecs sont pourris. Mais il y a Harvey Keitel qui sauve le jeu, et il y a Michael Madsen aussi qui est vraiment l'amoureux de Susan Sarandon et qui est le brave type, quoi, le type qui a envie de l'aider. C'est vrai, t'as raison, c'est un film de connards, hein, sinon. Hein. Tous les mecs sont des connards. Il n'y a que des connards, que des connards. Et t'as même pas dit ton petit chouchou Ned Ryerson, Stephen Tobolowsky. Ah oui, putain, je suis désolé, tiens. Oui, en plus, il joue le rôle le mec de Jenna Davis, c'est ça, non, ça c'est McDonald. Ah non, c'est McDonald, lui, putain, j'avais la tête de McDonald dans la tronche. Non, oui. Ah, oui, et donc, apparition de Brad Pitt, hein, quand même, ça son premier rôle marquant qui va le faire devenir un sex symbole en 2 minutes, où il est avec le chapeau de cow-boy, il séduit Gina Davis, scène de baise avec tous les deux, et puis ça devient le sex symbole absolu d'une génération, Brad Pitt, et puis on va s'apercevoir plus tard que c'est un excellent acteur. Bon, là, dans le film, on peut pas dire qu'il soit incroyable, il est juste très beau plastiquement, et puis il a un petit regard un peu canaille comme ça, et puis Gina Davis, elle le fond, bien évidemment. Mais c'est vrai que ça va devenir la star absolue. Ouais. Voilà, moi, c'est un film que je trouve parfait. Un mot sur la musique, qui est faite par un mec que généralement j'aime pas du tout. Enfin, au niveau musical, c'est Hans Zimmer, mais je trouve que la musique de ce film est génialissime. On écoute le thème principal. Et donc le scénario de Kali Khouri, hein, une scénariste qui fera après plutôt des films plutôt cucul à praline. C'est vraiment son grand film, son grand scénario. Elle aura d'ailleurs l'Oscar du meilleur scénario.
Et puis, comme tu l'as dit, Meryl, c'est rentré dans la pop culture. Thelma et Louise, c'est un film, notamment la fin, elle a été reprise, elle a été parodiée, caricaturée, parodiée dans Wayne's World, notamment, dont on parlera dans quelques podcasts. Et voilà, c'est un film qui est rentré totalement dans la pop culture. Ces deux nanas avec leur foulard, leur bandeau, leurs lunettes de soleil, la photo qui vole, les paysages extraordinaires. Voilà, moi je trouve ça un chef-d'œuvre absolu, Thelma et Louise. Et puis Gina Davis, moi je ne cesserai de dire, mais entre La Mouche, Au revoir à jamais, Thelma et Louise, c'est vraiment une actrice dont je suis tombé fou amoureux. Je l'adore, je la trouve vraiment pétillante, je la trouve géniale. Et puis je trouve qu'en plus elle a un charisme de malade. Dès qu'elle veut jouer un peu badass, elle est extraordinaire. C'est vraiment l'une des plus grandes actrices, je trouve, des 30 dernières années. Je trouve ça dommage que sa carrière n'ait pas été à la hauteur de son talent. Tu peux parler de l'affiche aussi, parce que d'habitude tu parles de l'affiche, et l'affiche, exactement. Là, elle est géniale, l'affiche. L'affiche est géniale, ouais. C'est une des rares affiches qui te montre quasiment la dernière scène sur l'affiche, quoi. Et puis voilà, un film, je trouve, qui reste et qui est d'autant plus important à revoir aujourd'hui, dans cette période un peu troublée, on va dire, entre les sexes. Ça fait du bien de revoir ce film de femmes fortes. Ça change un peu des films de l'époque c'est vrai que souvent, quand on parle des films de l'époque, c'était les nanas étaient des faire-valoir, des espèces de love interest des héros. Et là, pour le coup, elles ont le pouvoir et elles niquent les mecs. Heureusement qu'il y a Michael Madsen et Harvey Keitel pour nous redresser un peu, sinon c'était vraiment des merdes absolues de A à Z. Mais ça fait du bien aussi, ça change un peu. Ouais. Merci Meryl, c'est la fin de ce top. Merci à toi César pour cette bonne sélection. J'ai l'impression que tu as aimé quasi tout pour une fois. Attends, vas-y, je suis en train de regarder, à part Étrange Séduction qui m'a quand même un peu fait chier. Mais bon, je suis content d'avoir eu, parce que il en a pas fait beaucoup, Shredder, des films, je crois. Donc, toi, j'en ai jamais vu. On n'a pas réalisé beaucoup, ouais. Donc, je suis content de l'avoir vu pour ça. Ce qu'on peut dire, c'est que j'ai été bien surpris par ce cher truc, j'ai vraiment bien aimé. Et puis, déçu quand même par La Vie, l'amour, les vaches. Putain, ça me fait chier. Hein. C'était vraiment une référence dans ma tête, ce film. Tu le reverras quand tu seras de bonne humeur. Ouais, peut-être. Je pense que ça te fera du bien. C'est possible. Je fais un aparté, c'est rare que je revienne sur un film, mais je voulais juste redire un truc sur Thelma et Louise. Il y a une scène génialissime, je me suis dit, au niveau du scénario, elle est quand même incroyable, cette scène. Gina Davis a un rapport très très compliqué avec son mari, Christopher McDonald. Ils se détestent. Enfin voilà, en tout cas, elle le déteste, elle a envie de le quitter, c'est un gros beauf. Et il lui parle très très mal. Et à un moment, il se demande si les deux nanas sont en cavale, et elle se demande si les keufs sont allés voir Christopher McDonald. Et elle appelle son mari, lui dit oui ma chérie, elle raccroche, elle dit ils sont chez lui. Parce qu'il lui a jamais parlé aussi bien, aussi gentiment, et ça je trouve ça génialissime comme moment de scénario. Je trouvais que l'idée était brillante. Voilà. Je suis d'accord. Je conclue là-dessus sur Thelma et Louise. Merci Meryl, on va se retrouver très vite pour 1992. Je pense que ce sera le prochain qu'on enregistrera. Oui, tout à fait, je pense aussi. Je crois qu'il y aura une quinzaine de films dans le 92, si mes souvenirs sont bons. Voilà, on continue, on avance, on continue dans la décennie 90. En tout cas, on voit toujours autant de bons films, ça fait plaisir. On a arrêté d'ailleurs la rubrique les films je sais même plus comment on l'appelait. En fait, on disait du mal. Dont on a trop parlé, que dont on vous a vouliez trop voir parlé. et pas moi. On l'a gardé parce que comme ça te permet de parler d'un film. Ouais. Mais c'est vrai que ça me disait rien en fait de tailler un film alors qu'il y a tellement de films sur lesquels mettre de la lumière. Ouais. Autant s'abstenir de mettre de la merde sur certains d'entre eux. Voilà. C'est peut-être bien justement que j'ai un film parce que comme ça te permet de tailler un film de temps en temps. Ouais, mais t'as vu, Point Break, j'ai été sobre. Ouais. Oh, en même temps, il avait pas à être. C'est pas non plus une catastrophe. Bah non. Pour ceux qui aiment pas. Bah non, ça reste sympathique, Point Break. Eh bien, Meryl, à la prochaine. En tout cas, on vous salue et puis on vous dit à la prochaine pour un prochain épisode de Un César pour Meryl. Salut à tous. C'est